De tout temps, l'être humain a cherché à grandir, à progresser, à se dépasser. Combien de prouesses, d'exploits, de projets fantastiques, de paris fous ont été réalisés grâce à la motivation. Chaque humain est doté d'un potentiel illimité que seule la motivation peut révéler, peut sublimer. La motivation est une énergie inépuisable disponible en permanence qui peut être transmise. Avec elle, l'impossible devient possible. Bonsoir messieurs, dames. C'est un moment que j'attendais depuis plusieurs mois. Et bienvenue donc dans ce premier sommet que j'ai appelé OSE, le sommet de l'audace, de la motivation et de l'engagement. J'ai la chance d'avoir 10 invités exceptionnels que je vais vous présenter dans un instant et j'accueillerai le premier d'entre eux, Franck Pierrot, ex-super gendarme du GIGN, dans un peu moins d'un quart d'heure à 18h30. Mais auparavant, je vais vous laisser vous installer, peut-être me dire d'où vous êtes, où est-ce que vous êtes, où est-ce que vous vivez, d'où est-ce que vous m'entendez. Peut-être y a-t-il des personnes qui peuvent me confirmer que le sommet est bien en diffusion sur les 3 réseaux Insta, Facebook et LinkedIn. Je suis preneur de vos confirmations. Voilà, le temps, il y a toujours un petit temps de réaction, de transmission des messages. Donc, je suis preneur, même pour les gens qui me connaissent sur mon téléphone. Voilà, j'ai pas de retour, donc j'imagine que ça se passe bien. Pour les personnes qui ne me connaîtraient pas et qui me découvrent là ce soir, je me présente, je m'appelle Franck Deroche et mon métier, c'est depuis plus de 30 ans maintenant, de travailler sur la motivation. Et il faut que je vous fasse peut-être une confidence. J'ai eu la chance de tomber sur ce bouquin. Vous le voyez, j'espère, à l'endroit, Anthony Robbins, L'éveil de votre puissance intérieure, ou encore Pouvoir illimité, Anthony Robbins, celui qui est considéré par certains comme l'un des meilleurs, peut-être le meilleur coach du monde. C'est un Américain. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis donc un autodidacte, pas d'études supérieures, et j'avais 24-25 ans, je ne savais pas quoi faire de ma vie. On est à l'époque dans les années 85, hein, puisque j'ai 62 ans là maintenant. Je ne savais pas quoi faire de ma vie et j'ai eu la chance de tomber sur ce bouquin, Pouvoir illimité. Et quand vous n'avez pas fait d'études supérieures, bah, vous n'avez pas d'autres options, me semble-t-il, en tous les cas, de vous retrousser les manches et puis de vous dire, bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et j'en ai tiré un certain nombre de leçons. J'ai eu le bonheur de faire mon service militaire, c'était à l'époque encore où on le faisait, en 1983 dans les chasseurs alpins. Et j'ai découvert que c'était pas forcément le plus musclé qui arrivait en haut le plus vite. C'était pas forcément le plus fort qui résistait le plus au froid. Voilà, et puis la vie a fait son chemin. J'ai appris beaucoup de choses. Et pouvoir illimité, c'est quelque chose qui m'est toujours resté dans la tête. Et aujourd'hui, peut-être est-il venu pour moi le temps de la transmission, c'est-à-dire de redonner peut-être ce que j'ai appris modestement à mon niveau de la vie. D'où ce sommet que j'ai appelé Ose, parce que l'audace est l'une des clés. Voilà, donc je suis vraiment ravi d'être là et de vous accueillir. Il y a ce soir plus d'une centaine d'inscrits. Alors, comme dit la chanson, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. 100 inscrits, ça veut dire plus de 100. Hein. On est 120 ou 130 même hein, tout à l'heure. Et ça va nous permettre, et j'espère, de vous apporter un maximum de valeur.
Alors pour cette soirée, ben, évidemment, j'ai pris un certain nombre de notes que j'ai là ici sous les yeux. J'ai tout d'abord, je voudrais vous présenter les différents invités là de cette semaine. On va avoir, alors je vais commencer par la fin, Michel Poulart. Michel Poulart, qui est l'homme aux 1000 conférences. Michel Poulart est un expert de l'audace. Vous l'entendrez, ce sera en toute fin de semaine. Vendredi soir, on sera sur 19h15. Michel Poulart, qui est quelqu'un d'exceptionnel. Je l'ai tous eu, toutes les personnes. Évidemment, j'ai préparé avec eux les entretiens là, que j'aurai avec eux en soirée. Christophe Bichet. Christophe Bichet est quelqu'un vraiment d'étonnant que vous connaissez certainement sur les réseaux sociaux. Christophe Bichet est lui aussi un conférencier. Il est amoureux de la montagne, comme moi, et il a quelques soucis de santé. Il vous expliquera ça, et notamment, il dira, c'est un conférencier anti-plainte, c'est comme ça qu'il s'appelle, et il vous dira que en fait, le fait d'avoir des maladies, en l'occurrence pour lui plusieurs maladies, eh bien, ne l'empêche pas de faire quelque chose, surtout de ne pas sortir de sa zone de confort, de ne pas rester, pardon, dans sa zone de confort. Justement, la zone de confort, c'est quelque chose dont on va beaucoup parler cette semaine et déjà ce soir. Alors, je lis les commentaires, je vois Karine, je suis ravi d'être là, cher Franck, et moi donc, Karine, de te savoir ici. Une personne qui, je n'ai pas son prénom, qui est connectée depuis Paris. Mathilde, je te salue, Mathilde. Voilà, et puis d'autres personnes qui nous rejoignent. Donc, je vous lirai au fur et à mesure les différents commentaires. J'aurai l'occasion de vous poser aussi, messieurs, dames, des questions. Je vous parlais de Christophe. Parlons maintenant de Dominique Jorandon. Dominique, qui est une femme, habite dans la région centre. Elle aussi a quelques pépins de santé depuis qu'elle est toute petite et ça ne l'a pas empêchée de faire quelque chose, mais je ne peux rien vous dire pour le moment. Elle vous le dira elle-même jeudi soir, mais je trouve que c'est un message hyper positif pour toutes les personnes qui, je dirais, souffrent un petit peu dans leur coin et qui ont besoin de voir d'autres personnes un peu avec beaucoup de lumière dans les yeux. Et c'est le cas de Dominique. Pierre Mastalski, c'est jeudi soir, lui aussi, juste avant Dominique. Pierre Mastalski est un sportif, c'est comme ça que je l'appellerai. Il arrive là de La Réunion où il a fait la Diagonale des Fous. Il a déjà dû faire, sauf erreur, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Il a fait la traversée de l'Atlantique à la rame. Autant dire que c'est un homme qui a expérimenté beaucoup de choses. C'est un aventurier, je dirais, de la vie. Pierre Mastalski. Valérie, c'est la Québécoise. Valérie, si tu m'entends, je te salue. Valérie est une Québécoise et c'est une photographe de formation. Et son travail, j'adore ce qu'elle fait. Elle est en mesure de mettre en lumière vos parts d'ombre. Voilà, je laisse planer un petit peu de mystère. Mélinda Limoges, ce sera mercredi soir, elle aussi, Mélinda. Mélinda est une experte des neurosciences. J'adore quand elle dit, Mélinda, votre cerveau ne veut pas votre bonheur, ou comment reprendre le contrôle de son cerveau. Donc, Mélinda pour les neurosciences. Demain soir, Anthony Berthoud est un nutritionniste de tout premier plan. J'ai beaucoup de chance aussi de l'avoir avec nous. Anthony est un sportif ou un ancien sportif de haut niveau. J'espère qu'Anthony, si tu m'écoutes, tu ne m'en voudras pas. Il a été triathlète, Anthony, et il a développé des formations sur la nutrition. Il intervient très régulièrement sur les chaînes nationales et j'ai entendu un podcast de lui l'autre jour sur une radio nationale, c'était France Inter.
Anthony Berthoud, donc nutritionniste de très haut niveau. Je sais qu'il intervient aussi à l'École polytechnique de Lausanne. Donc si la nutrition vous intéresse, la nutrition versus garder, conserver toute sa vitalité. Je lui ai demandé de nous faire des recettes pour bien démarrer la journée. Pascal Sanchot aime la montagne, c'est aussi un point commun que j'ai avec lui, mais je ne les ai pas choisis par rapport à leur affinité pour la montagne. Pascal Sanchot est secouriste, c'est un policier dans l'âme, il est guide de haute montagne. Vous vous souvenez certainement, en mars 2015, ce crash de l'avion de la Germanwings dans les Alpes de Haute-Provence. Eh bien, Pascal Sanchot faisait partie des équipes de secours. Et puis, on arrive à ce soir. Dans 3 quarts d'heure, à 19h15, j'accueillerai mon ami Nicolas Rimbaud, ancien sportif de haut niveau, ancien basketteur professionnel, et c'est aujourd'hui un mentor pour dirigeants d'entreprise. Il s'est spécialisé dans le développement personnel et dans la performance de très haut niveau. On aura la chance de profiter et de l'entendre, ses conseils, son expérience, puisqu'il coach aussi des clubs et une équipe féminine professionnelle de basket. Et puis, dans quelques minutes, j'accueillerai Franck Pierrot. Je regarde sur mon écran de contrôle si Franck est déjà parmi nous. Oui, Franck est là, je le vois dans les coulisses. Je vais t'accueillir, Franck, dans un instant. Mais avant, remarque, c'est toi-même, Franck, qui est le mieux placé pour te présenter. Je te salue et Franck, vraiment, je te remercie d'être là. Alors, Bonjour Franck. Bonjour Franck. Qui es-tu, Franck, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Alors, je suis un ancien du GIGN, le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale, où j'ai servi pendant 19 ans en gendarmerie. Et j'étais patron d'un groupe opérationnel, avec un cursus également de négociateur, qui peut intéresser peut-être dans la motivation. Alors, on parlera évidemment de tout ça. J'imagine que l'étiquette du GIGN fait que tu es énormément sollicité. Et je sais que tu acceptes exceptionnellement des échanges comme celui de ce soir. Donc, je sais que tu as un emploi du temps extrêmement chargé et je tiens encore à te remercier. Ton livre, Franck, Le pouvoir de l'engagement. Alors, on n'est pas là pour faire de la publicité sur les bouquins, sauf quand ils sont excellents. Et il y a plein de recettes pratico-pratiques. On va avoir l'occasion d'en parler. Et il y a 3 points que j'aimerais soulever avec toi là, ce soir. Il y a, Franck, la peur, le doute, et puis le collectif. Le collectif et l'engagement, si tu es OK. OK, c'est bien noté. Juste avant, je te fais, je ne sais pas si c'est une surprise, je voudrais pour toutes les personnes qui nous regardent, et je salue René qui nous salue, Emmanuel aussi, voilà, qui nous a rejoints. Donc, j'aimerais, pour les personnes qui nous rejoignent, nous rafraîchir un petit peu la mémoire avec une très courte vidéo, Franck, issue de la chaîne parlementaire. On est 30 ans en arrière, pratiquement, jour pour jour. J'imagine que tu t'en souviens, on ne peut pas oublier ça. Et c'est un événement, d'ailleurs, qui a marqué l'histoire du GIGN, qui fête ses 50 ans cette année. Donc, nous sommes sur le tarmac de l'aéroport de Marseille-Marignane, le 26 juin 1994. Chut, ne dites plus rien, ne dites plus rien. Pourvu qu'il pète pas l'avion, pourvu qu'il pète pas. 26 décembre 94, 17h12, aéroport de Marseille-Marignane. Le GIGN prend d'assaut l'Airbus A300 en provenance d'Alger. À bord, 173 otages, en majorité algériens, et 4 terroristes. La situation est désespérée. Les terroristes qui ont pris le contrôle de l'avion à Alger 54 heures plus tôt ont déjà assassiné 3 personnes. Bloqués à l'aéroport de Marseille, les preneurs d'otages menacent de faire sauter l'avion.
Quand il tire sur la tour de contrôle, le GIGN intervient. 3 portes, 3 groupes. Il faudra 12 minutes, une éternité, pour déloger le 4e preneur d'otages, caché dans le cockpit. Bilan, 11 hommes du GIGN sont blessés. Tous les otages sont saufs. Quand on a vécu, Franck, un événement comme celui-là, tu étais au cœur de l'action. De quoi on a peur? Tout simplement déjà de mourir à la base. On a peur de mourir et on a peur d'être blessé. Je pense que c'est la première peur qui arrive. Après, je pense qu'on a peur de peut-être ne pas réussir à conduire la mission jusqu'au bout. Après, on a peur aussi peut-être de ne pas être à la hauteur, de décevoir, enfin toutes les peurs qu'on peut avoir à ce moment-là, mais principalement, je pense que l'un est très factuel, la peur de mourir ou la peur d'être blessé. Alors, on va essayer de décortiquer un peu ce mécanisme de la peur, hein, puisque toi, c'est quand tu interviens dans des conférences en entreprise, ce qui est intéressant, c'est au regard de ce que tu as vécu, comment on peut transposer ça en entreprise. Les mécanismes de la peur, qu'est-ce qu'on vous a appris au GIGN? Ça se matérialise comment? Alors, déjà, je pense que la première chose, c'est qu'on apprend à être confronté régulièrement à la peur. Je pense qu'il y a déjà aussi cette première approche où on a beaucoup de personnes qui n'aiment pas cette émotion, parce que rappelons-le, la peur est une émotion, hein. Alors, une émotion très protectrice qui a pour but normalement de nous faire fuir, de nous cacher ou de nous battre. Mais cette peur, en général, on va l'éviter au maximum. Donc, ce qu'on va apprendre au GIGN, c'est à se confronter à cette peur de manière à pouvoir développer des mécanismes qui nous permettent, ton mot est très sympa, de la dompter, en tous les cas, de la maîtriser, de la gérer. Ce qui est important de savoir, c'est que la peur, elle sera toujours là. C'est d'ailleurs un bon indicateur d'avoir peur. Ça veut dire que, d'abord, nous restons des êtres humains. Et trop souvent, les gens ont peur d'avoir peur parce qu'ils se disent que ça fait d'eux des gens trop fragiles, des gens, alors surtout dans la notion de GIGN, ce qui n'est pas du tout le cas en l'occurrence. Avoir peur, c'est une émotion. Avoir peur, c'est normal. D'ailleurs, même, je pense même qu'avoir peur, c'est une bonne chose. Parce qu'il faut avoir confiance en ses émotions. Dans la mesure où, comme je le mets sur le slide, ça sert à nous signaler les dangers, hein. C'est pas là pour nous tétaniser, en fait, hein. Exactement. La peur, elle a pour but de nous faire prendre conscience de l'importance d'une situation ou d'une relation. En l'occurrence, s'il y a un danger, comme tu l'as dit, ou une menace. Mais d'avoir conscience de l'importance d'une situation ou d'une relation. Parce qu'on peut également avoir peur de parler à son patron, on peut avoir peur de dire à sa femme quelque chose, ou à son mari quelque chose, ou à ses enfants, ou à un ami. Donc, la peur a pour but de nous faire prendre conscience de l'importance d'une situation ou d'une relation. D'ailleurs, si on n'avait pas d'importance dans cette relation, cette situation, on n'aurait pas peur. Et c'est là qu'il y aurait le danger, en fait, hein. Exactement. C'est d'ailleurs là qu'il y aurait le danger, parce qu'il n'y aurait pas, comme tu l'as très bien dit, ce signal d'alerte qui d'ailleurs va se manifester physiologiquement. Au cas où ça ne suffirait pas dans l'élément déclencheur de la peur, on va avoir un déclenchement physiologique qui va entraîner un processus chimique dont le but principalement c'est d'aboutir à la production d'adrénaline, quoi. Donc la peur, elle va physiologiquement nous embarrasser. Parce qu'on va avoir une augmentation du rythme cardiaque, on va avoir un afflux sanguin plus important, on va avoir des rougeurs parce qu'on va avoir notre corps qui va se chauffer, une dilatation des pupilles, des mains moites, plein de choses qui font que c'est pas très agréable. Par contre, tout ça est complètement normal. Oui, parce qu'il faut bien être conscient que depuis la nuit des temps, en fait, hein, notre cerveau est constitué de telle sorte qu'il est là pour nous maintenir en vie. Hein, c'est ça. Et donc, lorsque l'homme sort de sa caverne, pour éviter qu'il se fasse justement manger par un lion, une bête sauvage, il faut qu'il court, hein, c'est ça en fait, hein. On a les pupilles aussi qui se dilatent, hein, pour avoir un champ de vision plus large. Exactement. Et puis au démarrage, pour courir le 100 mètres, pour fuir le lion, il ne faudrait pas que les muscles claquent ou se déchirent. Donc il faut que l'organisme se chauffe. Enfin, c'est très physiologique. Par contre, tout ça, encore une fois, a un but principal. Alors bien évidemment, de manière très simple, on peut se dire c'est pour combattre, pour se protéger ou pour se cacher. Maintenant, si on le ramène dans le milieu de la vie de tous les jours ou de l'entreprise, la peur, elle a pour but aussi de nous amener à nous préparer.
C'est aussi Ouais. pour ça qu'on a peur. C'est surtout quand on a une peur de type j'ai peur de prendre la parole en public, j'ai peur de lui dire quelque chose, j'ai peur de parler à ce client qui représente 20% de mon chiffre d'affaires. Eh bien, cette peur-là, dans ce cas-là, elle nous fait prendre conscience de l'importance de la situation. Donc déjà, c'est de se dire que c'est normal, puisque ce client représente 20% de notre chiffre d'affaires, ou votre amoureuse ou votre amoureux est essentiel dans votre vie. Donc voilà, vous allez à ce moment-là prendre conscience de l'importance de la situation et vous allez chercher à vous préparer. Parce que c'est justement en se préparant à 200% qu'on pourra se sentir beaucoup plus à l'aise. Donc, le but, c'est de bien se préparer, indépendamment de tous les signaux physiologiques qui sont là. Sauf que pendant ce temps-là, notre mental, lui, voudrait nous faire prendre conscience qu'on a peur et peut-être même voudrait nous faire croire qu'on a peur. D'ailleurs, voilà, et nous faire prendre pour notre peur, quoi. Donc, ce qui fait qu'à un moment, notre mental va tourner en boucle et va nous empêcher et va nous nuire. Et là, à ce moment-là, on ne pourra plus passer à l'action. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à voir comment on fonctionne. Hein. Et c'est pour ça, donc, pour revenir à ta question du départ, Franck, c'est qu'au GIGN, on va très, très rapidement confronter les stagiaires à différents types de peurs. Alors, vraiment différents types de peurs, parce qu'encore une fois, tout le monde n'a pas les mêmes peurs. Il y a des gens qui vont avoir une peur en altitude, d'autres peut-être dans un endroit confiné, peut-être l'autre face à un animal, à un chien, peut-être face à quelqu'un qui lui tire dessus. Enfin, on va créer le maximum de situations pour pouvoir voir comment la peur se manifeste chez chacun. La peur de la noyade, la peur de… Oui, pardon. Oui, non, je t'en prie. Et la peur, c'est aussi une histoire que notre cerveau nous raconte. Et on n'est pas obligé d'y croire. Et c'est ça. Alors, c'est là qu'il faut avoir une technique, parce que le vrai danger, jusqu'à là, il n'y a pas de souci. Jusqu'à là, il n'y a pas de souci, hormis le fait que, bien effectivement, quand tu fais une conférence, que tu montes sur scène, qu'il y a 400 personnes et que tu commences à avoir les mains moites, le cœur qui s'accélère, tout ça, c'est assez désagréable, une transpiration un peu plus forcée, tout ça est assez désagréable, même si ça ne se voit pas, à part si tu as vraiment des grands tremblements, mais ça ne se voit pas, le public ne le voit pas. Par contre, jusqu'à là, tout va très bien, même si c'est désagréable. Par contre, là où ça commence à devenir compliqué, c'est quand notre mental commence à nous faire croire que cette peur est réelle et commence à nous faire croire que l'on ne va pas pouvoir y arriver. Peut-être même, rappelons-le, hein, notre but, c'est de rester confortable chez nous, de nous dire que ce jour-là, on devrait peut-être plutôt rester au chaud à la maison. Et que dans la zone de confort. Hein. Dans la zone de confort, et qu'on n'a rien à faire là, et que peut-être même ce soir, c'est exceptionnel, c'est peut-être plus important que d'habitude, et qu'on n'a pas pris conscience de cette importance. Donc, on va rester chez soi. Parce que le mental, lui, ce qu'il veut, c'est encore une fois, c'est de simplifier la vie, quoi. Donc, il mouline. Alors, je pense à nos amis, à toutes les personnes qui nous rejoignent là progressivement, hein, 18h37. C'est la fin d'une bonne journée de travail et je vous remercie encore, messieurs, dames, de consacrer un petit peu de temps. Je salue Emmanuel au masculin, je salue Martine, Lucrèce, Michel aussi qui nous a rejoints. Juste avant, enfin la semaine dernière, j'avais fait un petit sondage et voici les résultats. Alors, c'était un sondage sur LinkedIn et la question c'était qu'est-ce qui vous empêche le plus d'oser et de vous lancer? Alors évidemment, 20 votants, c'est pas très représentatif, mais j'étais à peine surpris de voir que la peur de l'échec est finalement la peur qui domine et qui nous freine dans nos initiatives. Est-ce que tu partages ça, Franck? Oui, bien sûr, la peur de l'échec, mais je vois aussi la peur du regard des autres, la peur de l'inconnu. En fin de compte, tout ça, ce sont des peurs qui, dans l'absolu, pour un certain nombre de personnes, sont pas forcément très factuelles. Je veux dire, c'est que on va réussir à s'en fabriquer une grande partie. Alors, bien évidemment, il y a des personnes qui ont échoué plusieurs fois, donc elles ont peur que ça se reproduise. Bien évidemment, on a peur de l'inconnu, compte tenu du fait qu'on est dans une société très sécurisée. Bien évidemment, on a peur du regard des autres. C'est comme ça qu'on nous a élevés, en faisant attention à tout le monde. Donc, ces peurs sont normales. Par contre, le mécanisme est le même. Le lion de tout à l'heure ou ces peurs-là, au niveau de notre organisme, c'est exactement la même chose. Alors, avec des intensités plus ou moins différentes. Mais c'est le même processus. Et le mental va faire exactement la même chose. Il va vouloir spéculer. Il ne va pas arrêter de spéculer. Il va même aller chercher des raisons, de nous donner raison, enfin des arguments pour nous donner raison, pardon, des excuses, comme on dirait. Et ce qui fait que finalement, on a tellement d'arguments à un moment qu'on ne peut plus passer à l'action, on ne peut plus se lancer, on ne peut plus oser parce qu'on a tellement peur que finalement, on se dit, vaut mieux que je ne fasse rien. Et ça, c'est un mécanisme. Et pour ça, l'idée, c'est de réussir à contrer ce mental. Pas de contrer les émotions qui se passent en nous,
Physiologiquement, je parle. Le processus, il faut le laisser et on peut rien y faire de toute manière. Par contre, c'est sur notre mental qu'on va pouvoir agir. C'est à ce niveau-là qu'on peut être efficace. Alors, je vous donne rendez-vous mercredi soir avec Mélinda Limoges, hein, qui est une experte en neurosciences et qui nous dira justement comment reprendre le contrôle sur son cerveau, hein, qui nous raconte tellement d'histoires. Franck, je m'adresse aussi aux jeunes parents sans doute qui sont présents là ce soir. Est-ce que le fait de dire à son enfant, tu vois, qui commence à faire du vélo, qui a 3-4 ans, avec les petits trous derrière, hein, qui commence à prendre peut-être un petit peu de risque, entre guillemets, au goût des parents en tout cas, est-ce que le fait de dire attention, tu vas tomber, attention, c'est dangereux, est-ce que là, c'est déjà conditionner le cerveau Bien sûr. et l'empêcher plus tard d'être audacieux? Bien sûr, mais carrément, Franck, bien évidemment. Encore une fois, sur la base du même processus, on va commencer à ancrer ces différents types de peurs auprès de notre enfant, alors qu'on fait une erreur fondamentale parce que ce qu'on cherche, c'est que notre enfant ou nos enfants aient confiance en eux. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas en leur disant fais attention qu'ils vont avoir confiance en eux. Pour moi, la manière d'avoir confiance en soi est extrêmement simple. Et là, ton exemple est très parlant. C'est en cherchant à développer des compétences qu'on a confiance en soi. Donc, ça veut dire que plutôt que de dire à ton enfant ou à votre enfant, attention, tu vas tomber, attention de ne pas tomber, fais attention, attention, et vraiment, c'est de se dire, je vais plutôt me concentrer à l'aider à développer des compétences. Donc, ça veut dire que ça nécessite peut-être une certaine, excusez-moi, la lumière s'est éteinte, je vais le faire, mais une certaine pédagogie, mais à un moment de se dire, je vais chercher à développer des compétences. Oui, bien sûr. Ouais. La lumière s'est éteinte dans la salle, mais voilà, c'est chercher à développer des compétences progressivement, un peu comme pourrait faire un pédagogue. C'est pour ça d'ailleurs qu'on confie nos enfants à des coachs de VTT ou autres, de vélo, mais apprendre à développer des compétences plutôt que lui dire attention, tu vas tomber, attention, c'est pas comme ça qu'on fait. Déjà, supprimer le mot attention du vocabulaire. On a déjà assez de peurs qui se déclenchent naturellement sans avoir besoin de rajouter. Alors, tu dis aussi, Franck, qu'il faut faire de la peur une alliée, c'est-à-dire savoir utiliser, hein, et cette notion-là est développée dans ton livre, hein, savoir utiliser l'énergie qu'elle dégage. Est-ce que tu peux développer peut-être un petit peu cette notion-là? Mais carrément, bah, tu l'expliques très bien là, c'est qu'à un moment, cette peur va déclencher beaucoup de choses physiologiquement. Donc forcément, elle va développer, comme tu l'écris très bien, une hypervigilance, elle va développer peut-être même de l'intuition, elle va développer peut-être même un paquet de choses physiologiques et mécaniques du corps qui fait qu'on aura une attention beaucoup plus poussée. Et puis même naturellement, elle va aussi déclencher la volonté de vouloir se préparer. Et c'est là que c'est important d'utiliser le mental, non pas pour tourner en boucle, mais pour lui donner ce que j'appelle dans mon jargon, dans le livre, un os à ronger, pour pouvoir travailler sur la préparation. Et à partir de ce moment-là, la peur va commencer à s'enlever. Alors, préparation technique, préparation tactique, stratégique, mais en tous les cas, préparation du sujet pour que la peur s'en aille et qu'on commence justement à utiliser tous les effets qui se produisent en nous pour pouvoir essayer d'être plus efficient, d'être plus pertinent, peut-être même de développer de l'intuition, parce que le mental nous empêche d'être intuitif, parce qu'il vient bloquer notre cerveau et nos récepteurs. À partir du moment où on arrive à le libérer, en lui donnant un os à ronger, forcément, on est beaucoup plus intuitif. Et donc, ce qui fait qu'on fait de la peur un allié pour, encore une fois, appréhender une situation avec le maximum de préparation. Au GIGN, pour savoir, on se prépare à 200% en sachant pertinemment que ce qui va se passer, ce qu'on a prévu ne va pas forcément se passer. Mais c'est parce qu'on est prêt à 200% qu'on peut faire face à l'imprévisible. Encore faut-il gérer sa peur, parce que si elle nous paralyse, on est bloqué. Alors, est-ce que ça veut dire mettre, tu vois, toute son attention, être complètement focus sur la préparation et pas l'objectif? Alors, l'objectif, ça va dépendre. Souvent, on confond en plus objectif et conséquence. Tu sais, comme je l'ai écrit dans mon livre, souvent, on confond ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le résultat final. Le résultat final sera une conséquence. Donc, par contre, on va se concentrer sur la technique, qui est un objectif peut-être à quelques centimètres de nous, la tactique, qui est le chemin peut-être avec les différents objectifs, et puis de nous rappeler aussi la stratégie, c'est-à-dire le pourquoi on le fait, et peut-être évoquer quelques secondes, peut-être pour sauver des vies, mais c'est pas notre préoccupation. On ne pense pas à sauver des vies, on pense à la technique, à la tactique mettre en œuvre, de manière à rester focus et d'occuper le mental sur quelque chose qui va nous permettre d'être performant, donc d'être compétent. Et tranquillement, la peur s'en va. D'ailleurs, si on regarde bien,
dans nos processus de peur. On a peur avant, on a peur après, mais on n'a pas peur pendant quand on est bien préparé. On n'a pas peur pendant parce que pendant, on est concentré sur, tu l'as dit, nos objectifs, sur la mission, sur l'action, sur la technique, sur la tactique et sur la stratégie, le pourquoi. Donc, moralité de l'histoire, on voit que cette peur, si elle est bien maîtrisée, elle peut nous aider énormément. Et puis, encore une fois, n'oublions pas, elle nous permet de nous faire un petit choc à un moment où on veut se présenter sur scène, où on veut faire une soirée comme tu fais d'audace et qu'on ne s'est pas préparé. Donc là, toi, tu as travaillé beaucoup pour tout préparer, parce que forcément, tu avais peur de décevoir ton public, donc tu as travaillé beaucoup. Quand tu parles de la préparation, là je parle au GIGN, hein, la préparation, mettre son attention sur quelque chose, est-ce que tu aurais un exemple précis? Mais encore une fois, tout ça a pour but de ne pas avoir peur. Je vous donne un exemple très concret. Si par exemple, encore une fois, en lien avec la peur, hein, parce que si tu n'as pas sauté en parachute depuis quelques mois et que tu te retrouves à faire un saut en parachute avec tes camarades, il est normal d'avoir peur. Enfin, il y a des gens peut-être qui n'auront pas peur, mais il est normal d'avoir peur. Et si tu as peur, tu vas commencer à te rendre compte que la peur va avoir un certain nombre d'effets sur toi et va, en l'occurrence, te disperser, te faire tourner en boucle. Donc là, qu'est-ce que l'on fait? La technique que moi j'utilise, c'est de donner un os à ronger à mon mental. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais porter une attention particulière à tout mon matériel. Je vais le regarder peut-être plusieurs fois, peut-être plus qu'il ne faut. Je vais porter l'attention matérielle de mes camarades, donc comme ça on aura fait de la vérification. Et ensuite, je vais commencer à répéter en boucle dans ma tête mon saut. Je vais commencer à l'imaginer. À le visualiser. Voilà, je vais le visualiser, ce qui fait que forcément, je vais donner un os à ronger à mon mental. Je vais visualiser mon saut, alors de manière assez positive. Je ne vais pas commencer à le voir de manière dégradée. Je vais faire un saut qui est une réussite, entre guillemets, ou quelque chose qui est dans ma mémoire. Je vais visualiser mon saut, je vais visualiser ma procédure de secours. S'il m'arrive un incident, donc de manière à pouvoir aussi en profiter à ce moment-là pour le réviser. Tout ça dans le but, pas de réviser, mais de donner à manger à mon mental pour pas qu'il me dise « Ah, tu as peut-être peur aujourd'hui. » Peut-être je vais revoir globalement mon saut, la tactique de mon saut. Et puis après, je me rappelle aussi, au moins quelques secondes, le pourquoi je suis là. Et en l'occurrence, c'est pour prendre du plaisir. Donc, si j'ai la boule au ventre, que je dois vomir toutes les 2 secondes et que je n'arrive pas à gérer mon émotionnalité, il va falloir que je le retravaille auparavant. Mais je ne peux pas souffrir au moment de faire un saut en parachute. Ça doit rester agréable. Même si J'aime beaucoup ton expression « os à ronger ». Os à ronger, comme si on allait occuper le cerveau à autre chose. Hein, c'est ça, en fait. Hein. Mais à autre chose d'utile, en l'occurrence. Bien sûr. Ah ouais, quelque part, qui est aussi lié à ce qu'on va faire. Prenons un exemple peut-être autre que le GIGN pour transposer tout le monde. Toutes les personnes qui ont eu l'habitude de prendre la parole en public ou qui ont déjà été exposées à une prise de parole en public, tout le monde a peur de prendre la parole en public parce que, essentiellement, indépendamment de tous les désagréments et l'inconfort que vont nous apporter tous les déclenchements émotionnels, les processus physiologiques, tout le monde a peur d'oublier son texte, tout le monde a peur de ne pas être à la hauteur, de décevoir, de peut-être bégayer, peut-être même de se tromper. Eh bien, cette peur, encore une fois, elle est surtout liée au fait qu'avant de monter sur scène, notre cerveau nous mouline et nous dit « Est-ce que tu es sûr, tu connais bien ton texte ?» Donner un os à ronger, c'est simple. À partir du moment où moi je suis derrière le rideau et que je sens que, peut-être parce que les circonstances sont différentes, il y a 1000 personnes à la place de 50, eh bien, on a l'impression que c'est un peu plus important, enfin, peu importe d'ailleurs. À ce moment-là, il faut donner un os à ronger. L'os à ronger, c'est quoi? C'est bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux d'être parmi vous et je mets en boucle le début de ma conférence. Après, je vais mettre en boucle tous les points de ma conférence. Et puis, encore une fois, je n'oublierai jamais de réinspecter de temps en temps le pourquoi je suis là, en l'occurrence, partager et prendre du plaisir. Et donc, je fais ça constamment et s'il le faut, je fais ça pendant 1 heure en attendant de passer sur scène. Et pendant ce temps-là, mon mental n'a plus de place. Il ne peut pas me dire « T'es sûr qu'on est là, on est bien, c'est bien qu'on soit là aujourd'hui ?» Non, il n'y a plus de place au mental, je le bloque. Ça, c'est très intéressant. Et pour un commercial, par exemple, c'est ne surtout pas être focus sur la finalité, c'est-à-dire la signature du bon de commande, mais la préparation. Est-ce que je connais bien mon client? Quels sont ses besoins? Quelles sont les questions que je vais lui poser, etc., etc. Exactement. Et puis même peut-être se dire, est-ce que je lui porte une attention suffisante? Donc, ça va aller dans les points de préparation. Est-ce que quand je lui dis bonjour, je le regarde bien dans les yeux? Voilà, je suis capable d'évoquer quelle est la couleur de ses yeux. Donc, je vais lui porter une attention avec profondeur, mais tout ça fera partie de ma préparation. On est d'accord. Alors, je me retourne vers vous, messieurs, dames, et j'ai une question à vous poser. C'est comment vous gérez vos peurs? Est-ce que vous avez une astuce, une technique pour gérer vos peurs qui pourrait être utile à tout le monde? Voilà, je sais toujours qu'il y a, Franck, un petit temps de latence, hein, donc on va attendre peut-être 1 ou 2 minutes. Et en attendant, évidemment,
je te pose d'autres questions. Et j'aimerais aborder avec toi la question du doute. Et tu dis également, le doute surgit quand nous ralentissons notre action face à un changement ou un obstacle. Est-ce que je pense que c'est un prolongement à ce qu'on vient de se dire là tout de suite, hein. Le doute, quand le doute, moi j'appelle ça le ver dans le fruit, et là ça commence à être le début de la panique peut-être, hein. Alors, encore une fois, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. À mon avis, quand on commence à douter quelque part, alors bien sûr, il y a cette fameuse phrase, quand il y a doute, il n'y a pas de doute. Moi, je pense qu'effectivement, quand il y a doute, il n'y a pas de doute, mais pas pour se dire on arrête tout. Parce que pour moi, le doute, il est là pour nous questionner. Il intervient, en plus, il arrive souvent au moment où on n'est pas certain de devoir continuer. On s'est engagé dans un projet professionnel, ça ne démarre pas comme on veut, on commence à douter. On se dit, est-ce que j'ai fait tout ce qu'il fallait? Est-ce que je suis avec les bonnes personnes? Est-ce que je suis au bon endroit? On commence à douter, après chacun aura sa manière de douter. Et si on regarde bien, ce doute, il a un but. C'est de nous poser la question de savoir si effectivement on a bien le bon produit, si on est bien avec les bonnes personnes, si on est bien au bon endroit. Et voilà, le but, c'est de nous questionner sur la technique, sur la tactique, et également, je le rappelle aussi, le pourquoi. Parce qu'en cours de chemin, il arrive qu'on monte un projet où on s'associe avec quelqu'un, où on se marie pour un pourquoi très clair, celui d'être heureux. Donc, je me marie avec quelqu'un ou je vis avec quelqu'un pour être heureux. Et au bout de quelques temps, j'ai des doutes sur ma vie conjugale parce que, et ce doute, il nous permet de nous poser des questions. Et quand on se pose le pourquoi, on se dit, tout simplement, j'ai l'impression là que je suis plus du tout heureux. Au début, on s'entendait bien, maintenant, on se prend la tête tous les jours. Donc, c'était pas pour ça que je l'avais fait. Donc, ça nous permet de nous interroger régulièrement. Alors, il y a trois personnes là qui, par rapport à la question d'avant, c'est-à-dire comment vous gérez vos peurs, c'est le mot respiration qui revient très souvent. Bien sûr. J'imagine que ça, c'est quelque chose que tu as appris aussi, hein. Alors, il y a deux choses qu'on fait régulièrement, et c'est vrai que les personnes ont raison, c'est que là, on a parlé de la manière d'appréhender la peur d'un point de vue mental, mais après, bien évidemment, et tu auras d'autres invités aussi pour apporter d'autres choses, mais pour répondre à ces personnes qui utilisent le mot respiration, bien évidemment, je pense que la méditation aide beaucoup, la cohérence cardiaque aide beaucoup, chacun aura sa technique. Moi, j'utilise beaucoup la méditation, pour pouvoir justement réguler, apprendre à réguler tout ce qui s'opère physiologiquement et mentalement par la respiration pour amener aussi à une forme de paisibilité, jusqu'à ce que le mental, quelquefois, soit plus fort. Il nous empêche d'ailleurs de méditer. Donc à ce moment-là, voilà, on ne pourra pas continuer dans la respiration, on passera à mon mode os à ronger, mais la méditation, c'est exactement pareil que, vous le savez très bien, quand un déclenchement émotionnel a lieu, il est très bien de prendre une douche après quand on a eu une bonne émotion parce que l'eau va évacuer énormément et rapidement les émotions. Enfin, rapidement, ça va mettre quand même quelques temps. Mais donc voilà, il y a plein de techniques. Et donc, pour répondre à la question des personnes, oui, la respiration est une technique très importante d'ailleurs. Mais vous verrez d'autres personnes dans la semaine. Je ne sais pas, absolument, absolument. Et puis, je pense aussi à la nourriture. On verra ça demain soir avec le nutritionniste Anthony Berthoud. Il y a Emmanuel Le qui parle de sport. Là, on en parlait à l'instant. Et puis, Lucrèce qui a un commentaire que tu vas apprécier, le recentrage et la respiration. Mais là, j'adore l'explication méthode de Monsieur Pierrot. C'est tellement parlant. Et merci de bien cadrer son esprit / mental. Merci. J'aimerais qu'on aille aussi sur, on en a parlé un petit peu en transparence, Franck, la fameuse zone de confort. Quand je suis en formation, quand j'anime des formations, des séminaires, j'aime bien poser la question suivante, avez-vous déjà vu la zone de confort ? Les gens, non. Est-ce que vous en avez entendu parler ? Oui, tout le monde en a entendu parler, mais personne ne l'a vu. Donc là, en avant-première, je plaisante bien entendu, voilà ce schéma qui est très parlant. Est-ce que je te laisse le décrire ou j'y vais ? Oh ben vas-y, Franck, écoute, c'est ton produit, vas-y, tu le connais mieux que moi. Alors, tu as la zone de confort. La zone de confort dans laquelle on aime bien rester, on est au chaud. Et puis, on a derrière la zone de peur. Et c'est pour ça que, justement, on reste dans la zone de confort. Et moi, j'aime bien dire, en fait, la zone de confort, quand on y reste trop longtemps, ça va devenir une zone d'inconfort.
Et là, je reviens vers toi, Franck. Je pense à l'épanouissement. Je pense aux gens qui sont démotivés. Et j'aime bien aussi, dans les formations que j'anime, poser la question suivante. Savez-vous quels sont les au moins 2 points communs à toutes les personnes qui ne connaissent pas la démotivation? Eh bien, les personnes qui ne connaissent jamais la démotivation sont des gens qui trouvent toujours une utilité, un sens à ce qu'ils font. Et deuxièmement, ce sont des gens qui progressent. Et dans les deux cas, ça ne se trouve pas dans la zone de confort. Ça veut dire qu'il faut accepter à un moment la zone de peur. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Franck? C'est-à-dire que l'épanouissement se trouve après, dans la zone d'apprentissage. Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire que la zone de confort, c'est celle dans laquelle notre mental voudrait nous amener systématiquement. Parce qu'encore une fois, notre mental, ce qu'il veut, lui, c'est pas complexifier la vie dans l'absolu. Ce qu'il veut, c'est que ça soit simple. Après, dès qu'on sort un peu de notre zone de confort, parce que c'est quand même quelque chose qu'on est amené à faire régulièrement, parce que dans le milieu professionnel, dans les relations avec l'autre, on est amené à sortir un peu de cette zone, mais forcément, ce qui nous empêche de sortir ou ce qui nous confronte, c'est la peur. Et après la peur seulement, on va être dans une zone. Et effectivement, encore une fois, moi je n'en démords pas. Pour pouvoir sortir d'une zone de confort, pour pouvoir avoir confiance en soi, parce qu'il y a aussi cette notion de confiance en soi. Je ne parle pas d'estime de soi, juste confiance en soi. Donc, quelque part, qu'est-ce qui fait qu'on a moins peur? Souvent, c'est parce qu'on a confiance en soi, c'est en développant des compétences. Donc, à partir du moment où on décide d'apprendre des choses, développer des compétences ou renforcer des compétences, donc forcément, on entre dans un processus qui, comme ton dessin l'indique, nous sort et nous amène vers un niveau d'épanouissement, parce que de là, on va forcément évoluer, on va forcément se confronter, on va expérimenter, et on va prendre encore d'autres compétences qu'on va expérimenter, confronter. Et donc, si on regarde bien derrière nous, la zone de confort est assez loin, quoi. Jusqu'à peut-être à ce que certaines zones d'évolution nous amènent dans une nouvelle zone de confort. Et donc, c'est pour ça qu'on n'arrêtera jamais. Encore une fois, rien n'est acquis, on est des êtres évolutifs. C'est ça. Et le grand cercle devient la future zone de confort. Moi, je rallume la lumière, c'est pas régulièrement. Oui, c'est ça. Hein. Ce grand cercle devient ta future zone de confort, en fait. Hein. Exactement, il faut en ressortir. Ouais. Mais tu sais, cette évolution est fondamentale parce que justement, on parle aussi souvent toi qui parles beaucoup de motivation, je sais que c'est ton sujet. Tu sais, souvent en conférence, on me dit, ouais, mais bon, GIGN, ça va être facile de motiver tout le monde, c'est hyper facile, quoi. Ben, je dis non, c'est comme dans l'entreprise, hein, le manager, il faut qu'il fasse preuve d'une grande créativité, il faut qu'il mette beaucoup de situations nouvelles en place parce que sinon les gens s'ennuient. Donc ils s'ennuient parce qu'ils sont dans leur zone de confort et puis après, encore une fois, on peut vite y être, hein, donc il faut sortir de là, quoi. Sans exagérer, bien évidemment. Il faut se reposer de temps en temps. Alors, j'aimerais maintenant, Franck, parler de ce troisième sujet, c'est-à-dire l'engagement et le collectif. Alors, on vient de parler de la peur, du doute, de comment gérer nos propres émotions. Est-ce que pour toi, un esprit d'équipe est possible sans des équipiers qui n'auraient pas fait ce travail personnel, c'est-à-dire de connaissance de soi? Alors, encore une fois, je pense que dans un monde meilleur, il faudrait que tout ça se fasse. Mais comme chaque être humain est en Moi, je suis un grand naïf. Hein. Ouais, comme chaque être humain est en évolution, il faut aussi accepter que dans un groupe, il y a des personnes qui n'ont pas encore cheminé justement sur la gestion de la peur. Et encore une fois, il n'y a rien de grave. Encore faut-il les aider à évoluer, à grandir, à s'épanouir. Bien évidemment, pareil pour le doute. Encore une fois, un collectif ne nécessite pas d'avoir des gens qui sont top à 100%. On le sait. On peut avoir un collectif qui fonctionne bien avec des personnes qui vont apprendre. Par contre, ce qui est compliqué, c'est quand tu es dans un collectif où tu veux créer un collectif avec des personnes qui ne souhaitent pas apprendre, des personnes qui sont convaincues qu'elles sont arrivées là où elles doivent arriver et qu'elles ne veulent pas aller plus loin. Alors qu'en réalité, on est toujours en train d'apprendre des choses. Donc, le collectif nécessite d'être en mouvement. Un collectif ne peut pas être fixe, donc il nécessite d'être en mouvement et surtout il nécessite, et je pense que c'est aussi la passerelle avec l'engagement, il nécessite des gens qui s'impliquent, des gens qui ont envie d'être dans le collectif, qui ont envie d'apporter des choses et qui quelque part sont aussi en capacité de s'effacer un petit peu pour le collectif, faire passer l'intérêt collectif devant l'intérêt individuel et tout ça, ça nécessite un certain état d'esprit. C'est pour ça qu'on parle souvent esprit d'équipe, on parle souvent esprit collectif, on parle d'esprit. Oui, et puis, alors, ce que tu dis me fait penser à quelque chose. J'entends souvent dans des entreprises des gens qui ont
on dirait la cinquantaine passée, hein, moi j'en ai un peu plus donc je peux en parler, et qui disent bon, c'est pas à mon âge qu'on me changera. Tu vois des réflexions des remarques là de ce type. Là, à partir de ce moment-là, ça devient difficile hein, de les intégrer dans une équipe, de fonctionner collectivement. Surtout qu'au moins tout le monde peut évoluer. Changer radicalement, des fois, c'est un peu compliqué, mais évoluer, oui, on peut s'ouvrir à des choses nouvelles. Surtout que c'est quand même une dynamique. Le monde est en mouvement. Tout est en mouvement. Donc, être en mouvement, c'est aussi accepter d'évoluer, de se remettre en question, de modifier des choses qui ne vont pas. C'est aussi demander aussi aux autres. On a inventé les 360 dans les entreprises. C'est extrêmement intéressant d'avoir le regard des autres. Encore une fois, sans chercher à satisfaire le regard des autres, juste pour avoir des informations qui nous permettent d'évoluer. D'ailleurs, tout passe par la connaissance de soi. Si tu te connais, l'évolution sera possible. Si tu ne te connais pas, comment tu peux évoluer? Connais-toi toi-même. Hein, je crois que c'est Socrate hein, qui avait dit ça il y a 2000 ans. Oui, connais-toi toi-même, tu connaîtras les dieux. On a parlé, quand on avait échangé en préparation, Franck, de la différence entre motivation et engagement, le mot engagement. Et moi, il me semble que l'engagement, c'est… Déjà, la motivation, ça peut être très fort, mais l'engagement, il me semble que ça peut être le niveau du dessus, l'étape d'après. Alors, si tu veux, le problème avec l'engagement, le mot engagement, c'est que ce mot a été pas mal galvaudé, il a été utilisé pour plein de choses. Souvent, avant même de parler de motivation, souvent l'engagement, il est confondu avec le mot promesse. D'ailleurs, souvent dans les entreprises, on dit « je voudrais que cette personne s'engage ». Alors déjà, l'engagement, c'est une conséquence, c'est pas un objectif, c'est une conséquence. Et puis souvent, on confond avec le mot promesse. Si je te dis je serai là demain, Franck, c'est plutôt une promesse qu'un engagement. Parce qu'en réalité, dans l'engagement, normalement, je ne suis pas censé te dire Franck, je serai là demain. Parce que l'engagement, ce n'est pas quelque chose que l'on prend vis-à-vis de quelqu'un. L'engagement, c'est ce que l'on prend vis-à-vis de soi. Si on voulait le faire simple, alors je ne veux pas faire un grand débat spirituel, mais la promesse, elle est vers l'autre, donc elle est sur un plan horizontal. Je te promets que je te rendrai l'argent que tu m'as prêté. Tu sais, Franck, tout l'argent que tu m'as prêté, je te promets, je te le rendrai. Je te promets que je serai là demain. Je te promets de ne pas faire le pitre dans la caméra. C'est des promesses, c'est vers l'extérieur. Alors que l'engagement, normalement, c'est vers soi. L'engagement, il n'est pas horizontal, il est vertical. C'est soit vis-à-vis de soi ou vis-à-vis de quelque chose qui est plus grand que nous. Donc, logiquement, quelqu'un qui est engagé dans une entreprise, forcément, dans son travail ou dans sa vie de tous les jours avec sa famille, c'est forcément quelque chose qu'il a pris par rapport à lui-même. Donc, s'il déçoit quelqu'un, c'est surtout lui qu'il va décevoir, pas les autres. Bah, il va décevoir aussi les autres, bien évidemment, mais souvent, ce sera une promesse. Donc, on a quand même l'engagement, la promesse, la motivation. Alors, la motivation, elle est plus, mais c'est ton job, elle est plus intrinsèque ou extrinsèque, mais en tous les cas, soit elle provient de l'extérieur et ça nous attire, ça nous fait briller les yeux, on veut y aller, ou soit elle est moteur intérieur. Donc, quand elle est moteur intérieur, la motivation, en réalité, elle va être assez proche de l'engagement. Et c'est là qu'on peut les lier. Si c'est une motivation intrinsèque, encore une fois, on n'a pas besoin de faire de démonstration dans une motivation intrinsèque. On le fait pour soi, pour arriver là où on veut aller. Donc, on n'est pas en train de dire, moi, tous les matins, je cours 1 heure. Si c'est une motivation intrinsèque, on n'a pas besoin de le dire, on le fait. Si c'est maintenant pour répondre à une compétition qu'on s'est mis entre amis, donc on va le dire tous les jours. Donc, et c'est pareil pour l'engagement, c'est vraiment soi vis-à-vis de soi. Et c'est pour ça que l'engagement, d'ailleurs, il est très puissant et il nous fait faire des choses jusqu'à, tu l'as vu, tu l'as dit tout à l'heure, jusqu'à être capable de risquer sa vie. Parce que c'est quelque chose qu'on a pris avec soi-même, quoi. Alors, j'ai peut-être un peu trop spirituel, je sais pas. Je pense que ça en fait partie, hein, de toute façon. Mélinda, qui intervient donc mercredi soir, te pose une question. As-tu un conseil ou des conseils, hein, qui est l'experte neurosciences, hein, pour sortir plus facilement de sa zone de confort? Est-ce que tu as un conseil? Oui, mais après, je pense qu'il y a un conseil, il y a un mot, mais Mélinda le connaît, c'est le mot plaisir. Je pense pour sortir de sa zone de confort, qui est quand même, comme le mot l'indique, très confortable. Parce que être dans une zone de confort, ça ne veut pas dire qu'on prend du plaisir, c'est juste confortable. Donc, je pense que l'astuce pour sortir de la zone de confort, c'est d'essayer de faire des choses avec plaisir. Si je décide de développer une nouvelle compétence pour sortir de ma zone de confort, si je commence à avoir du plaisir en le faisant,
Alors, peut-être je vais passer par l'étape de peur, comme tu l'as montré tout à l'heure, mais si je commence à éprouver du plaisir, ça va me donner de la motivation pour le faire. Et une motivation intrinsèque, parce que j'éprouve du plaisir et je me sens bien. Et puis après, de ne pas brûler les étapes. Tu parles souvent de petits pas, Franck. Voilà, ne pas viser trop grand tout de suite, ne pas confondre objectifs et conséquences, parce qu'on va vite être déçu. Si je veux sortir de ma zone de confort et que je me dis, tiens, je vais me fixer un objectif qui consiste à être riche, peut-être que le step, il est un peu grand, quoi. Peut-être tout simplement essayer de fixer c'est une conséquence des objectifs. Donc, je pense que le mot, pour répondre à Melinda, que j'aurais envie d'utiliser, c'est le mot plaisir. Essayer de trouver du plaisir dans ce qui va nous amener à sortir de notre zone, quoi. Je trouve que c'est très bien ce que tu dis, et puis ça fait bien le raccord avec la motivation intrinsèque et extrinsèque. Hein, pour les personnes, alors j'espère que le terme n'est pas trop technique, la motivation extrinsèque, c'est la motivation qui vient de l'extérieur. Par exemple, c'est des parents qui vont encourager des enfants en disant, bah, écoute, bravo, c'est très bien ce que tu fais. Ça, c'est la motivation qui vient de l'extérieur. La motivation intrinsèque, c'est de l'intérieur. Par exemple, quelque chose que j'ai envie de réaliser parce que c'est quelque chose qui me fait plaisir, c'est quelque chose qui va m'épanouir. Hein. Ça va être ça, la motivation intrinsèque, qui est évidemment beaucoup plus forte, mais souvent dans des entreprises, ça c'est un point de vue qui n'engage que moi, je trouve qu'on ne parle essentiellement que de la motivation qui vient du manager, motivation extérieure, en oubliant la responsabilité de chacune des personnes. On arrive pratiquement au bout, hein, Franck. J'ai encore quelques questions, toujours par rapport au collectif. Et donc, toi, tu l'as vécu, l'équipe, hein, en relisant ton livre, tu l'as vécu, ce collectif, comme une contrainte jusqu'au jour où tu as intégré le GIGN. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu vois, tu as intégré le GIGN parce que avant, tu étais dans la gendarmerie, donc l'armée, en fait, hein, d'accord ? Le GIGN aussi, mais c'est pas la même famille. Ouais, Ouais. Après, je pense encore une fois que c'est une question, on parlait tout à l'heure de sens et d'alignement. C'est pour se sentir bien dans un collectif, c'est-à-dire pour ne pas le vivre comme une contrainte, il est nécessaire que l'on partage une vision commune et que nos actions nous apportent, ou en tous les cas, soient dans le même sens, dans le sens du type raison d'être, en tous les cas dans le même sens. Et souvent, un collectif qui est monté sans raison d'être, sans sens, juste pour se rassembler, eh bien, il y a un moment, quand on regarde bien, c'est plus de contraintes, parce que tout le monde n'est pas là pour la même chose. Tout le monde, certaines personnes tirent la couverture à eux, donc si tu dis, bah, écoute, ce serait peut-être pas mal de la ramener un peu dans le milieu, tout le monde ne perçoit pas les choses de la même manière, donc tu passes beaucoup de temps à expliquer, tu passes beaucoup de temps à faire un certain nombre de choses pour essayer de faire prendre une mayonnaise qui, en réalité, dans l'absolu, n'a pas forcément beaucoup d'intérêt à prendre, dans le sens que, pour moi, un collectif, il n'a de sens que si il va dans le même sens. Entre guillemets, quand je dis dans le même sens, c'est-à-dire pour faire quelque chose, une raison d'être. Quel est le projet ? Hein, c'est ça. Quel est le projet ? C'est-à-dire que tu crées une équipe de foot pour que dedans, il y en a un qui a envie de jouer au foot, au basket, au rugby, au tennis ou autre. Tu as envie de dire, oui, mais à ce moment-là, on n'est pas là pour la même chose. Donc, c'est important de partager une vision. Encore une fois, le but, ce n'est pas de faire des bons petits soldats et des bons petits robots. Je ne parle pas du tout de ça. Je dis juste qu'à un moment, on partage au moins une raison d'être commune, peut-être même aussi un peu de valeurs communes, même beaucoup de valeurs communes et une vision commune. Et à ce moment-là, le collectif devient un dynamisateur. Encore une fois, le collectif, pour qu'il joue son rôle de fédérateur, de moteur, de dynamisateur, il doit nous amener à permettre à chacun de s'engager dans quelque chose qui est un peu plus grand que lui. Parce que pour moi, un collectif qui ne nous permet pas de nous inscrire ce que tu appelles un projet, que tu viens de nommer un projet, c'est quelque chose qui est plus grand que nous, quelque chose qui nous dépasse et qui durera bien après nous. La preuve, c'est que quand on s'inscrit dans un collectif familial, on fonde une famille, on a des enfants, c'est pour que ça soit plus grand que nous et ça dure après nous. Donc ça donne du sens. Voilà, maintenant, si c'est juste pour venir se servir et pas servir, bon… c'est intéressant cette notion-là, servir plutôt que se servir. Oui, on dit souvent, on disait souvent au GIGN, on ne rentre pas au GIGN pour se servir, on rentre au GIGN pour servir. Bien évidemment qu'il va se passer des choses, ça va nous nourrir, mais on ne se sert pas. Ça nous nourrit, mais on ne se sert pas. Par contre, on va servir. Donc, ça veut dire aussi qu'on est capable de faire passer, encore une fois, des choses, le collectif devant nous, et de faire passer, pourquoi pas, même des personnes devant nous, d'ailleurs. Sans se négliger, sans s'oublier.
Et tu vois, ça c'est quelque chose que j'entends très souvent chez mes clients. Tu vois, tu imagines un réseau national avec l'absence de projet au niveau national et on est uniquement sur du chiffre d'affaires. Et donc, quand j'accompagne des directeurs de région, il y en a en général 5 ou 6, eh bien, je leur pose la question, enfin, eux me disent, aide-nous à motiver nos troupes. Première question que je leur pose, c'est quoi le projet? C'est quoi le plan? Ouais. Et comment avez-vous traduit peut-être le projet national, qui peut être plus ou moins bien interprété, dans vos problématiques régionales? Ben, souvent, j'ai un grand blanc. Hein. Voilà, tu sais, là, tu fais un gros clin d'œil, tu fais un gros clin d'œil à la politique. Hein. C'est quoi le projet national? On a du mal à le voir. C'est quoi le projet national? Donc, j'osais pas. On fait des économies, mais pourquoi faire? Ouais. C'est quoi le projet national? Encore une fois, on parle de cohésion nationale, on parle de cohésion locale, et je suis complètement d'accord avec toi. C'est le projet qui va fédérer les choses. Et après, des petites phrases comme celle que j'ai dans le livre, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, elles prennent une signification, cette petite phrase africaine qui est très pertinente, que les gens adorent. Mais en réalité, elle ne fait juste que révéler ce qu'on est en train de se dire là. Parce que effectivement, on va construire, mais il y a un projet pour ça. Parce que sinon, si on est seul, il peut y avoir notre propre projet. Mais bon, est-ce que ça présente un intérêt d'être seul? Je ne sais pas. Alors, le GIGN, c'est aussi, j'ai entendu une émission à la radio récemment, c'est aussi une très forte culture du feedback. J'imagine que le feedback, c'est donc une technique où, après une action, j'imagine qu'après le 26 décembre 1994, ben, vous avez fait un point. Comment ça marche un feedback efficace au GIGN et après dans ce que tu vois dans les entreprises? Alors, pour nuancer un peu, alors nous, on appelle ça au GIGN un débriefing, parce que le débriefing va être collectif, tu vois, alors que les feedbacks, on va les faire en one-to-one. Par contre, il va y avoir des feedbacks qui peuvent se faire. Et puis, le débriefing présente un intérêt. Donc, au GIGN, nous, on va pratiquer le débriefing. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura une opération terminée, on fera un débriefing. Pourquoi le débriefing est important? C'est parce que… Attends, excuse-moi, je rallume la lumière. Ça s'éteint assez rapidement dans ces bureaux. Le débriefing est important. Il est important de nuancer le débriefing parce que le débriefing, il intègre toutes les personnes qui ont participé à l'opération. C'est-à-dire qu'en gros, pour faire très simple, si dans l'opération, en l'occurrence, on va parler de ce que je faisais, j'étais chef de groupe. Si je suis patron d'un groupe opérationnel, chef de groupe, eh bien, je ne suis pas en train de dire vous avez bien fait, vous n'avez pas bien fait, ou comme on pourrait faire dans un feedback, c'est super ce que tu as fait, c'est super ce que tu as fait, c'est super ce que tu as fait, mais qui parle de moi? Personne. Le débriefing, tout le monde va mettre sur la table ce qu'il a bien fait et pas bien fait. Donc, ça permet de ne pas avoir un observateur extérieur. On est tous impliqués de la même manière. Le débriefing, il a un vrai intérêt, c'est qu'on va mettre sur la table tout ce qui a bien fonctionné. Alors ça, on va aller assez vite. On va surtout regarder ce qui a moins bien fonctionné avec le plus grande bienveillance, respect, humilité. Et derrière, on va essayer de tirer des enseignements pour pouvoir… Oui, c'est-à-dire pas de jugement de valeur. Hein, pas de jugement de valeur. Pas de jugement de valeur. On essaye de faire du retour sur expérience pour partager ensuite avec les autres groupes. Alors, par contre, si après ce type de débriefing, il existe, il est nécessaire d'accompagner une personne individuellement, peut-être pour lui faire un feedback, peut-être pour renforcer la confiance en elle, parce qu'elle en avait besoin, ou peut-être il est nécessaire aussi de faire un petit recadrage informel parce que quelqu'un n'a pas fait quelque chose. On ne le fait pas en public à ce moment-là, sauf si ça a un intérêt avec tout le monde. À ce moment-là, c'est un débriefing, c'est quelque chose d'extrêmement bienveillant. Extrêmement positif, extrêmement neutre, on va y aller tranquillement. Mais par contre, on le pratique systématiquement. Alors, je voudrais te reposer une question. On arrive quasiment sur la fin. Je regarde sur mon écran de contrôle. Voilà, Nicolas est en train d'arriver là-dedans. Nicolas est prêt. Il est toujours prêt, Nicolas. Franck, je te disais déjà, mais d'où vient ce regard? Hein, parce que il me semble que tu as le regard vif. Pétillant, vif et pétillant. Mais encore une fois, c'est la joie de vivre, c'est l'envie d'être vivant. Tu sais, quand tu as, alors je vais pas dire comme moi, ça ferait égotisme, mais comme on l'a côtoyé au GIGN, quand tu as eu la chance de côtoyer beaucoup de fois la mort,
tu mesures à quel point c'est important d'être vivant, mais pas vivant juste pour exister, vivant pour être actif, pour t'amuser, prendre du plaisir. Donc oui, forcément, à partir du moment où les yeux sont la porte de l'âme ou de ce qui se passe à l'intérieur ou du cœur ou de l'esprit, peu importe ce qu'on pensera, forcément, elles doivent en être le reflet, donc elles doivent briller, quoi. Et tu vas retourner bientôt dans un magnifique endroit dans tes montagnes. Eh oui, après un périple de 10 jours de conférence, je rentre demain dans mes montagnes à Chamonix, à la montagne, là où tu aimes aller. Alors, je voudrais lire les commentaires de Lucrèce, notion de partage équilibré. Karine, très éclairant, la notion de plaisir qu'on a évoquée tout à l'heure, trop rarement associée à une volonté de sortir de la zone de confort. Et puis Lucrèce aussi, je lis, très belle explication de l'engagement, non pas trop spirituelle, éclairante et claire. Et Merci. puis Mélinda, le plaisir est effectivement toujours un bon indicateur. Je salue. Vous connaissez, hein? Salut les deux Franck. Vous Salut connaissez Franck. bien. Alors, Oui. On travaille tous les deux, on anime pas mal de conférences et on a un camarade commun qu'on peut saluer qui est Fabien Jeanne notamment. Voilà, peut-être qu'il nous regarde. Alors, je profite de votre présence à tous les deux, messieurs, pour informer nos amis qui nous regardent, là encore à 19h15, de la mise en place. Je mets en place un séminaire qui aura lieu à Paris à la mi-avril, les 15 et 16 avril, que j'ai appelé la puissance du collectif, puisque c'est un terme commun à nos 3 interventions. Donc, à la fois avec Franck qui sera en live dans ce séminaire, donc à Paris, dans un hôtel 4 étoiles, et puis avec toi, Nicolas. Alors, on va faire connaissance pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient pas, Nicolas. Tu vas nous dire ce que tu fais, mais j'irais expert en leadership, en cohésion d'équipe. Voilà, donc ça va se dérouler sur la mi-avril, les 15 et 16 avril, et vous allez recevoir, messieurs, dames, à l'instant, un mail dans lequel vous expliquez en détail le programme de ce séminaire. Donc, si vous souhaitez y participer, vous êtes évidemment les bienvenus. Laissez-moi toutefois une réponse. Vous avez la possibilité de compléter un bulletin et je vous appellerai, on aura un échange au téléphone. Point important, pendant toute la durée du sommet, jusqu'à vendredi soir 20h, il y a une remise de 20% sur le prix de ce magnifique séminaire à très forte valeur ajoutée, qui s'adresse, alors c'est écrit là, aux dirigeants et cadres dirigeants. Mais si vous n'êtes pas dirigeant ou cadre dirigeant et que le séminaire vous intéresse, appelez-moi quand même pour qu'on en parle. Voilà, messieurs. Franck, est-ce que je peux te remercier vraiment de ta présence ? Mais bien sûr, il faut toujours accepter les remerciements. Je te remercie de me remercier. De ta participation vraiment qui était très riche, de laquelle moi j'ai appris aussi beaucoup de choses. Et puis je ne saurais trop, messieurs, dames, vous recommander le livre qu'on peut toujours se procurer, Franck. Oui, en allant chez l'éditeur. Oui, chez l'éditeur. Éditeur Alizio, c'est ça ? C'est Le Duc, les éditions Le Duc, Alizio. Ok. Eh bien, écoute, Franck, bon retour en montagne où il commence à neiger, mais en altitude. Et je te remercie encore et je te souhaite écoute, merci de ton intervention. À très bientôt, Franck. Merci, à très bientôt. Bonne soirée à tous. Et à très bientôt. Merci. Salut, Franck. Salut, Nicolas. Monsieur Nicolas Rimbaud. Monsieur Franck Desroches. Présent. Pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, peux-tu nous dire qui tu es, s'il te plaît, et ce que tu fais, ton expertise, ta spécialité? Ok. Qui je suis D'abord, je ne t'ai pas dit, je suis super content de te voir. Mais moi aussi. Et je suis connecté là dans l'arrière et j'écoutais toutes les sagesses de Franck et ta brillante intervention au tout début pour nous annoncer ce sommet.
Je suis vraiment content d'être là dans ce sommet. Qui je suis? Donc, moi, je suis mentor de performeurs, c'est-à-dire que j'accompagne des personnes qui veulent s'accomplir pleinement dans leur vie. Ça peut être des dirigeants, des dirigeantes d'entreprise, des performeurs, des sportifs de haut niveau, des gens qui veulent se réaliser pleinement. Et je m'inspire beaucoup des modèles issus du sport de haut niveau, puisque j'accompagne également des athlètes et des équipes dans ce domaine-là, pour essayer de comprendre comment ça marche un humain qui performe et qui se sent bien dans sa vie, qui ne se brûle pas en le faisant. Voilà ce que j'ai envie de dire pour démarrer. Oui, et tu accompagnes donc des dirigeants et toujours aussi une équipe de basket féminine, hein, dans un club très célèbre. Oui, oui, alors là, on l'a mis en stand-by cette saison, mais sur les 3 dernières saisons, l'équipe de basket de Bourges, qui est une, si ce n'est la meilleure en France, et avec un entraîneur, une présidente, qui sont des gens absolument exceptionnels. Et tout ça, c'est de l'humain dans la performance, donc c'est absolument passionnant. Alors j'aimerais, Nicolas, qu'on creuse un petit peu le sujet suivant. Avec Franck, là, précédemment, on s'est dit l'importance de faire un travail sur soi. Hmm. Bon, mais je vais retourner la question, parce que moi, autour de moi, il y a des personnes qui me disent: «Mais Franck, mais qu'est-ce que tu vas te casser la tête? Tu as 62 ans là, calme-toi, repose-toi». À quoi ça sert, Nico, de faire un travail sur soi? Alors déjà, c'est rigolo ces gens qui te diraient ça parce que la vie est longue et tu as encore tellement, tellement d'années magnifiques à vivre et vivre un travail sur soi. Faire un travail sur soi, ça serait peut-être donner un peu de sens à sa vie. Ça me fait penser à, il y a un vieux, vieux film qui s'appelle Noces blanches, dans lequel il y avait Bruno Kremer et Vanessa Paradis. Vanessa Paradis qui était en terminale et qui allait passer son bac, et son prof de philosophie était Bruno Kremer, et elle disait: moi, la philosophie, ouais, bof, ça sert à rien, etc. Et il lui a dit: ok, en fait, je vais t'expliquer à quoi ça sert la philosophie. La philosophie, tu nais, tu vis, et entre les deux, tu t'agites. Eh bien, la philosophie, ça peut t'aider à t'agiter un peu mieux. Et du coup, moi, je dirais bien que le travail sur soi et la conscience de soi, c'est quelque chose qui va peut-être nous aider à nous agiter un peu mieux, à y trouver du sens et à mieux cheminer avec les hauts et les bas de la vie. Peut-être quelque chose comme ça. Moi, j'adore tes explications, Nicolas. J'ai l'impression de grandir à chaque fois, hein, parce que je connaissais pas ça. Noces blanches, ça me dit quelque chose. Il y a bien Ouais. 25 ou 30 ans, hein, ce Ah film. ouais, ouais, au moins, c'est un très vieux film. Et c'est vrai que cette anecdote-là, je ne l'ai jamais partagée, mais là, ça m'est revenu grâce à ta question, qui était lumineuse. Alors écoute, donc faire un travail sur soi et donc c'est important, en particulier si on veut rentrer dans un groupe, dans un collectif. Hmm. Parce que sinon Oui, ça va être compliqué, hein. ouais, complètement. Complètement. Et comme tu le sais, c'est vraiment, et là, je ne voudrais pas devenir sombre, mais je redeviens très sérieux parce que c'est un sujet fondamental pour moi, que j'essaie de pousser, de développer. Autant toi, tu es l'expert en France de la motivation et de l'engagement, et moi, je travaille à développer la plus haute expertise possible sur le cheminement d'un individu dans un collectif, sur la cohésion, sur le bien vivre ensemble. Et ce qu'on peut observer par rapport à ça, c'est que, par exemple, il y a 3 grandes visions qu'un être humain peut avoir et sur lesquelles on peut travailler. L'idée, c'est d'avoir une vision qui soit équilibrée, constructive, positive de soi-même. Ça commence par ça. Ensuite, quand on peut travailler à développer une vision équilibrée, constructive et positive des autres, il nous reste une troisième vision à travailler, qui serait d'avoir, encore une fois, avec les mêmes adjectifs qualificatifs, une vision équilibrée, constructive et positive, cette fois-ci du monde. Et en fait, c'est à travailler sur quelle est la vision que j'ai de moi, quelle est la vision que j'ai des autres, les autres étant potentiellement celles et ceux avec qui je vais pouvoir intervenir, partager, être en relation, mais aussi quelle est ma vision du monde. Est-ce que je considère que le monde, c'est la catastrophe, le monde, c'est tous des Ouais. pourris, c'est la guerre, c'est la centration sur soi? Et travailler sur soi, pour moi, le leadership, c'est notamment ça, c'est d'essayer de restaurer ces 3 types de visions-là, pour améliorer, moi, la vision que j'ai de moi-même et les gens que je peux accompagner ou encadrer, et qu'ils aient une meilleure vision d'eux-mêmes, qu'ils aient une meilleure vision des autres, et qu'ils puissent eux aussi améliorer leur vision du monde et de la situation actuelle, en même temps que moi, leader, je fais ce travail. Du coup, je pense que ça peut grandement aider à atteindre le double objectif qu'on peut avoir dans les collectifs, qui est et de performer, réaliser, accomplir, car ce n'est pas sale, ce ne sont pas des gros mots, c'est chouette, c'est magnifique, et en même temps, se sentir bien, s'épanouir et puis passer des bons moments, quoi. Alors tu as développé, Nico, puisqu'on parle de collectif, on parle de groupe, on parle d'équipe, d'esprit d'équipe, de cohésion, tu as développé cette notion d'équipe bleue. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, complètement. Ce qu'est l'équipe bleue, ouais.
Ouais, merci pour ta question parce que j'adore parler de ça. Une équipe bleue, ça vient déjà, la modélisation de l'équipe bleue. Moi, je voulais réfléchir, j'ai fait ma thèse de doctorat sur les liens entre l'individuel et le collectif, et j'ai continué à creuser ça. Et il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle 100 ans de plénitude, dans lequel l'auteur, lui, ce qu'il a essayé de faire, c'était d'identifier sur la planète Terre quels sont les endroits, les zones dans lesquelles on peut trouver le meilleur cadre de vie et notamment les populations qui vivent le plus longtemps en bonne santé sur la planète. Et ces zones-là, il les a modélisées, il les a répertoriées et il a décidé de les appeler des zones bleues. Et pour moi, ça a fait un parallèle. Une équipe bleue, c'est une équipe dans laquelle on se sent bien, mais c'est pas qu'une colonie de vacances, dans laquelle on se sent bien, dans laquelle on performe ensemble et dans laquelle on va pouvoir, à travers nos différences, faire une richesse et pas une opposition, ce qui, pour le coup, est excessivement difficile à mettre en place. Alors, cette équipe bleue ne se fait pas toute seule. On a besoin d'un leader. Ouais. Ma question, quelles doivent être les qualités d'un leader aujourd'hui? On pourrait dire manager, dirigeant, en tout cas un leader pour faire grandir son équipe et l'amener à performer un peu plus dans cet esprit d'équipe bleue. Excellent. Déjà, pour moi, un leader, c'est surtout pas l'image qu'on pourrait se faire d'un leader charismatique, c'est-à-dire, vous voyez cet homme qui arrive avec un joli costume dans un endroit et sa dent fait cling quand il arrive, ou cette jolie femme qui arrive et ses cheveux volent de le vent quand elle arrive. C'est surtout pas ça. Et C'est qui quelque n'est chose jamais fatigué. et qui, voilà, qui n'est Hein, jamais fatigué. et qui est toujours de bonne humeur. Voilà, qui est toujours de bonne humeur, qui règle toutes les situations, qui ne rencontre aucune difficulté et qui est toujours d'humeur égale. Ça n'existe pas. Pour moi, un leader, ça serait avant tout quelqu'un qui travaille de plus en plus sur sa propre vulnérabilité et qui est capable de montrer sa vulnérabilité devant ses équipes, devant ses concurrents, devant son environnement, car vulnérabilité ne veut pas dire fragilité. Pour moi, un leader, au moment où on est en train de tourner cette première édition du sommet OSE, parce que j'ose espérer que c'est le cas de le dire qu'il y en aura d'autres. J'ai compté, il y en a 15 en tout. Bon, parfait. Un leader, à ce moment, pour moi, c'est quelqu'un qui a compris que vulnérabilité n'est pas fragilité, n'est pas faiblesse, et qui est capable, évidemment, de réaliser des grandes choses, de fédérer et d'embarquer, mais il arrivera à le faire à travers le fait de se montrer humain. Un petit peu comme tu le disais, c'est pas quelqu'un qui est d'humeur égale, c'est quelqu'un qui est capable de dire on va y aller ensemble, j'y crois, on peut y arriver, mais je vais tenir compte de votre niveau d'énergie, de votre engagement, de vos problématiques. Et c'est quelqu'un qui est capable de faire preuve d'une belle assertivité pour moi. On parle beaucoup de l'empathie. L'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre, et c'est bien. Mais parfois, on a des leaders qui vont trop déborder sur l'empathie et qui, dans l'exagération de cette capacité à se mettre à la place de l'autre, vont se mettre pleinement à la place de l'autre et ne sont plus à leur propre place de leader. Donc, c'est cette personne qui est capable de comprendre les difficultés, les besoins, les aspirations, les émotions des autres, mais qui est capable aussi de rester à sa place pour emmener et faire avancer un projet. Et de dire aussi les choses. Ah oui. Par exemple, annoncer une mauvaise nouvelle, assumer sa part de responsabilité. Oui, tu as raison de Mais rappeler ça. il y a beaucoup de choses, hein, évidemment, Nico. Ah, mais tu pourrais prendre autant des intervenants de ce sommet et on pourrait tous y passer du temps. On pourrait dire beaucoup sur le leadership et pour autant, c'est pas un fourre-tout. C'est des vrais fondamentaux qui sont solides. C'est quelqu'un qui est capable de dire les choses comme tu viens de le rappeler. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est à l'aise avec l'idée d'affronter des situations difficiles, de partager des mauvaises nouvelles, de recadrer, de critiquer, d'encourager, de féliciter, avec toujours ce leitmotiv qui est d'être doux avec les gens et dur avec les sujets. Doux avec les gens et dur avec les sujets. Parce que quand on fait ça, en retour, on va être énormément respecté par les gens. Et donc, un leader, c'est pas quelqu'un qui va chercher à être aimé. Parce que si je cherche à être aimé, je vais probablement, à un moment donné, mettre un peu la poussière sous le tapis, cacher ce qui est, les enjeux, les situations, les difficultés. Être aimé, ça peut arriver au final dans la longue relation avec un leader, mais l'enjeu qu'on doit viser, c'est celui d'être respecté. Et puis peut-être que un leader qui du coup va construire des équipes bleues, ça pourrait être quelqu'un qui est capable de dire quelles sont les règles qui nous rassemblent, quelles sont nos règles du jeu. En basket, qui est mon sport de prédilection, comme tu sais, il y a bien un règlement, on sait comment on va jouer. Et un leader, pour moi, il va être capable de donner son propre fonctionnement et ses propres règles
et j'ai pu modéliser certaines d'entre elles. Alors, je vois un commentaire de Lucrèce là à l'instant qui ajoute avec bienveillance. Oui, Et bienveillance est parfois un terme qui est mal compris. Est-ce que tu pourrais y mettre, toi, un peu de clarté, ta ma vision vision. à toi de la bienveillance? Ouais. Bienveillance versus, oui, bah, il est gentil. Versus, il est bien Et gentil. et il n'y a pas d'exigence. Voilà, mais merci, c'est là que j'allais aller parce que la bienveillance, c'est vraiment le terme à la mode du moment. C'est donc une bonne chose parce qu'on a besoin d'aller travailler ça après des décennies dans lesquelles on était dans du management plus paternaliste, voire plus directif. On a besoin de revenir à ça, mais c'est toujours hyper important de faire attention aux effets de balancier. Si à un moment donné, on était dans un déficit de bienveillance et de l'ultra-tyrannie ou directivité, le risque, ça soit qu'on soit dans une trop grande bienveillance qui fasse qu'on oublie le niveau d'exigence qui est requis pour réaliser quelque chose. J'ai coutume de dire, et tu le sais, bienveillance rime avec exigence. Bienveillance, ça rime avec exigence. Et pour rebondir sur Lucrèce, que je salue au passage, l'idée, c'est de se dire, tiens, pour ceux d'entre nous qui auraient des enfants, et je sais d'ailleurs que dans les sujets de l'engagement et la motivation, tu es aussi un expert de cette thématique-là, ainsi que Mathilde, que l'on connaît bien tous les deux. Mathilde qui est là hein, ce soir aussi. Exactement. J'ai vu tout à l'heure que tu l'avais salué. Euh, Auprès de nos enfants, par définition, si je vous dis est-ce que nous sommes bienveillants avec nos enfants? Oui. Et tout de suite, la question que j'enchaîne, c'est et est-ce qu'on est exigeant avec nos enfants? La réponse est immédiatement oui. Et ça prouve bien que, en tant que parent, on a compris qu'on a besoin de notre forme d'équilibre et chacun a la sienne sur cette double polarité-là. La bienveillance doit s'accompagner de l'exigence parce que si je suis bienveillant, c'est-à-dire que je veux le bien pour la personne, imaginons dans un cadre managérial ou un cadre de performance, je veux que la personne, elle grandisse, elle évolue, elle comprenne, que quand elle y fasse des erreurs, elle ne les reproduise pas, qu'elle arrive à aller un peu plus loin que ce qu'elle pense Ouais. qu'elle est capable de faire. Et ça sollicite de l'exigence, et quand c'est basé sur beaucoup de bienveillance, voire d'amour au préalable au sens spirituel et noble du terme, c'est évidemment très pertinent. Donc, c'est pas l'un ou l'autre, hein, c'est exigence et bienveillance. Absolument. C'est vraiment le couplage des deux, tu as tout à fait raison de le rappeler. Alors, Nico, on a commencé à parler tout à l'heure des émotions et j'aimerais qu'on aborde maintenant ce sujet-là. Donc là, on a parlé d'équipe bleue, du collectif. Parlons maintenant un petit peu des émotions. Dans le sens où les émotions peuvent... Enfin, moi, je viens d'une génération où les émotions, on les laissait de côté. Oui. À la fois perso, hein, on vit avec son chagrin, etc., et même dans un contexte professionnel. On n'en parle pas du tout. Et je me suis aperçu, à ton contact notamment, que les émotions pouvaient être un point fort, voire même un point d'appui pour construire une équipe. Oui. Est-ce que tu peux développer cette idée? Ça me paraît très intéressant parce que très souvent, encore une fois, hein, les managers, bon, les émotions, allez, c'est bon, hein, je ne sais pas trop quoi en faire, donc on met ça sous le tapis. Les émotions, déjà, c'est juste se rappeler que l'émotion, c'est la vie. Émotéré, mouvement à l'extérieur, énergie à l'extérieur, et ça a besoin de vivre une émotion, ça a besoin d'être ressenti, ça a besoin d'être partagé, ça a besoin d'être exprimé. Et d'ailleurs, on le voit dans le champ sportif, une émotion collective partagée, c'est décuplateur d'engagement, de motivation, de cohésion, de reconnaissance de soi et justement de focaliser toutes ces énergies dans la direction dans laquelle on veut aller. Donc déjà, l'émotion, c'est magnifique. Et il peut y avoir certaines générations qui étaient un peu coupées ou fermées de leurs émotions. Et je pense que tu parlais tout à l'heure, parce que j'ai été attentif au sujet des peurs avec Franck qui a excellemment illustré ça et tes slides également. Mais pas mal de personnes ont peur de communiquer leurs expressions et de les connaître. Et je pense que ce qui peut nous éclairer, c'est le concept d'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. C'est un concept qui est désormais bien répandu et assez ancien, mais qui pour moi reste pleinement d'actualité. Qu'est-ce que Daniel Goleman nous dit? Et c'est pour ça que l'émotion, c'est quelque chose, pour répondre à ta question, qui peut nous aider à embarquer les collectifs. Il nous dit que l'intelligence émotionnelle, elle est constituée de 5 dimensions qui vont aller de la plus intime, centrée au cœur de soi, vers le plus collectif, tourné vers les autres. Première dimension, la connaissance de ses émotions. La première chose qu'on doit faire, c'est être capable de connaître ce qui se passe en nous, se connaître, en partant d'un principe que quiconque est aveugle à ce qu'il ressent, du coup, est à la merci de ses sentiments, émotions et affects. La deuxième dimension, c'est la maîtrise de ses émotions. C'est-à-dire, maintenant que j'arrive à connaître l'émotion
et à l'identifier, comment est-ce que je vais pouvoir la canaliser, l'adapter à l'environnement, m'en servir d'une force, en déporter un petit peu l'expression. La maîtrise des émotions, c'est la deuxième étape. Et puis la troisième, qui reste de l'être humain à l'être humain, car à partir de la quatrième et cinquième, on va se tourner vers l'autre, c'est le sujet de l'automotivation. On entend beaucoup parler de procrastination, la difficulté à se mettre en mouvement, et l'automotivation, qui est donc la dimension 3 de l'intelligence émotionnelle, c'est comment est-ce que je peux être capable de canaliser mes émotions pour me concentrer et me motiver dans le sujet, le dossier qui est à l'ordre du jour pour moi. Comment je suis capable de remettre à plus tard de la satisfaction de désir, de calmer un peu certaines pulsions, etc. Et puis Daniel Goleman nous ramène vers deux autres dimensions, la quatrième et la cinquième, qui cette fois-ci tournent vers l'autre et qui peuvent nous permettre d'accompagner les autres. La quatrième, donc, c'est la perception des émotions d'autrui. Comment est-ce que je peux appréhender, ressentir? On fait un lien avec l'empathie dont on parlait tout à l'heure. C'est essayer d'identifier, d'interpréter ce qui se joue en l'autre pour arriver à la cinquième dimension de Goleman, qui est comment est-ce que cette fois-ci, je vais pouvoir maîtriser, accompagner, manager les relations humaines. Ce qui consiste à dire comment je vais pouvoir, en fait, manager, gérer les émotions des autres. Et là, c'est fondamental parce que qu'est-ce qui fait des grands mouvements de foule, des grands collectifs qui naissent, voire même, on a Mélinda Limoges qui va intervenir sur les neurosciences et qui est une grande experte de la dimension commerciale et marketing, voire même comment des marques peuvent, du jour au lendemain, lorsqu'elles sont créées, se répandre et créer des communautés extraordinaires en se basant sur l'émotion et sur des expériences qu'elles font vivre à leurs clients et le fait de générer des émotions individuellement ressenties et partagées en communauté pour pouvoir s'accroître et s'expandre. Et là, Mélinda qui réagit en disant « sans émotion, pas d'action ». C'est tellement vrai. Hein, Absolument. mais on est dans une, en tout cas c'est comme ça que je le perçois aussi quand je vais chez des clients, on est dans un monde où on est sur tout ce qui est rationnel, logique, l'organigramme, les fiches de poste. Et en fait, moi, mes clients me sollicitent en me disant « mais écoute Franck, on fait ça mais ça ne marche pas ». Peut-être qu'il y a des choses qu'on a laissées un peu de côté, comme justement les émotions. C'est exactement ça, parce que tu vois, tu parles de ce qui se passe dans les entreprises, mais dans les collectifs. Les êtres humains vivent des émotions et on leur parle de raison. Alors évidemment qu'on a tous un couplage de nos pensées, de nos émotions. On a plein de pensées, ça rumine, ça tourne et on ressent des choses. Mais ce qui a le plus d'intensité et de force, c'est les émotions. Et en fait, on chinte ça et ça amène des êtres humains à se déconnecter de leur corps d'ailleurs. Et quand on aborde que ce qui se passe là-haut, l'être humain, il sent bien consciemment ou inconsciemment, selon le cas de conscience de soi, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et perso, d'ailleurs, tu le sais, hein, Nico, tu connais mon histoire. Perso, je l'ai payé par un accident de voiture il y a 10 ans. Hein. Exactement, tu as pu l'expérimenter. C'est pour ça que c'est d'autant plus précieux pour accompagner derrière ces sujets-là. Alors, je ne voudrais pas laisser de côté le commentaire de Mathilde. Coucou les amis. Une idée pour remplacer le mot bienveillance, elle propose la bonne veillance, empruntée au docteur Marcelli. Eh bien, on remercie le docteur Marcelli et Mathilde pour ce bel apport. Alors, Nicolas, on a... Alors, du coup, tu vois, j'en perds, moi, le fil de... C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Tu dis que... oui, pardon, excuse-moi. On parle des faiblesses. On parle des faiblesses de nos cicatrices aussi. Tu vois, les 5 fameuses blessures qui sont des atouts. Nos failles peuvent être des atouts. J'aimerais aussi que tu parles, que tu développes un peu cette idée-là. C'est-à-dire que ce qui peut apparaître comme des faiblesses, en fait, si on sait les utiliser, c'est de l'énergie, comme dit Melinda, eh bien, ça peut être un véritable atout. Et pas un défaut, pas un trou dans la raquette de l'équipe. Ouais, complètement. On a comme notre ego voudrait qu'on soit des êtres parfaits ou nous ramener vers cette dimension-là, et tu sais que j'aime bien utiliser le terme de perfectionnite comme étant l'inflammation de la perfection. Dès lors qu'il peut y avoir un défaut, tu as évoqué une défaillance, une limite, quelque chose qui ne soit pas au top, que ce soit individuel ou collectif, on va mettre ça de côté et on va essayer de ne pas l'identifier et de ne pas en faire quoi que ce soit.
Or, on a beaucoup à regarder là-dessus. Tu parlais de blessures aussi, hein, la blessure de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison, d'injustice. C'est les fameuses blessures de l'âme qui nous marquent tous, dont finalement pas tant d'humains que ça ont conscience, mais qui sont sur la base des actes et des situations et des contextes qu'on a pu vivre, des éléments qui nous marquent profondément et surtout qui influent sur notre comportement dans le quotidien alors qu'on est décorrélé de ces situations-là. Et au plus on arrive à travailler sur soi, au plus on arrive à comprendre quelles sont ces blessures, quelles sont ces névroses, peut-être que le terme peut être un peu exagéré pour certains, mais réellement, quelles sont les limites que j'ai et comment j'arrive à m'aimer avec tout ça. C'est parce que en réalité, c'est très facile de s'aimer avec uniquement nos qualités, mais c'est beau et riche d'arriver à s'aimer avec et nos qualités et nos fêlures, nos blessures, nos difficultés, etc. Quand on arrive à s'aimer avec tout ça, pour moi, on est encore un plus grand leader et on va rayonner encore plus. Alors, je te remercie, hein, c'est très précieux ce que tu dis là à l'instant. Tout à l'heure, j'étais perturbé parce que j'avais une question que je voulais renvoyer à tous nos amis qui nous écoutent. Je voulais savoir comment vous gérez, messieurs, dames, vos propres émotions, si vous êtes manager, si vous êtes leader, si vous êtes collaborateur dans une équipe. Donc, une question en deux temps. Comment vous gérez vos propres émotions et est-ce que vous arrivez à gérer ou en tout cas à parler des émotions de vos collaborateurs en équipe? J'aimerais savoir un peu comment vous vous positionnez là-dessus. Et puis, Nico, il y a quelque chose aussi que je voulais voir avec toi. Ton propos tout à l'heure me faisait penser à quelque chose qui est très précieux. C'est les 4 grandes caractéristiques des sportifs du plus haut niveau. Alors, je vais juste démarrer la première pour que tu enclenches après la suite. À ta guise. Je trouve ça très précieux, c'est retarder les gratifications immédiates. Oui, retarder les gratifications immédiates, c'est quelque chose de fondamental que j'apporte le plus possible dans toutes mes interventions parce que l'être humain, et quand je dis l'être humain, ça commence par moi, par toi, par nous, il aime bien avoir ses petites récompenses, il aime bien avoir ses petits shots de dopamine, il aime bien avoir ces petits Waouh, Franck, c'était vraiment super. C'était vraiment super ce sommet que tu as fait. Tu voudrais vite savoir ça. Moi, je voudrais vite savoir que ce que j'ai apporté était intéressant. Bla, bla, bla. Et le problème en faisant ça, c'est qu'on est accro à des petits retours immédiats qui n'ont pas forcément grand sens avec ce qu'on va vouloir engranger dans le long terme. Et au plus on arrive à se détacher de ces retours-là, au plus on sera heureux parce que si je suis en attente de gratification immédiate et rapide dès que j'ai fait quelque chose, et que ça ne vient pas. Et que ça ne vient pas, exactement. Si pour X raisons, mon patron ne me le fait pas, un être humain social de référence pour moi ne me le dit pas, ne me le fait pas, etc. Et bien là, je risque d'être à ramasser la petite cuillère. Si par contre, je fais ça et que je suis complètement détaché des gratifications qui vont venir, si elles viennent, tant mieux, ça fait chaud au cœur, on y va, mais moi, je sais que j'avance. Je suis capable de m'auto-évaluer. Et bien à ce moment-là, j'arriverai à aller le plus loin possible. Et encore une fois, comme les hauts performeurs, avec des hauts résultats et un sentiment de bien-être qui va être important. Très important d'être, pour ceux qui nous écoutent, de se dire, et vous, quand est-ce que vous êtes en attente de gratification rapide, à court terme et immédiate? Et est-ce que vous êtes capable de les retarder un petit peu? Posez-vous cette question, c'est très puissant quand on arrive à faire ça. Absolument. Et essayez de ne pas être accro, hein, un peu comme en dépendance, hein, finalement. J'ai besoin d'avoir mon shot là, de récompense. Je lis les commentaires. Karine qui nous dit « Partager avec ses équipes ses zones de stress dépassionne la situation et est vecteur de solutions collectives. » Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a tellement, merci Karine pour ça, il y a tellement de managers qui vont être en mode non, non, mais moi je ne dois pas montrer que je suis stressé, que je suis tendu, que ça va, je suis toujours là, je suis un phare qui éclaire, n'importe quoi. Quand on est stressé et tendu, et déjà ça nous arrive à tous, être capable de le partager. Vous savez quoi? Là, je suis tendu en ce moment. Vous savez quoi? C'est chaud. Vous savez quoi? J'ai un peu de mal à gérer. Et bien, contrairement à ce qu'on croit, nos équipes, elles ne vont pas nous regarder en mode oh le nul ou la nulle, mais en mode waouh, quelqu'un comme nous. Et moi, j'ai envie d'avancer avec quelqu'un comme moi. Je n'ai pas envie d'avancer avec une espèce de robot humanoïde indestructible. C'est peu probable. Dans ces 4 grandes qualités, je t'avais entendu dire une fois,
expérimenter une récompense à long terme. Et là, tu avais donné l'exemple des champions olympiques, en tout cas des sportifs de très haut niveau, qui s'entraînent pour les Jeux olympiques. Et on peut imaginer que pendant des années, au moins 4 ans, ils se préparent pour la prochaine Olympiade. Donc, 0 applaudissement pendant 4 ans, avec une possible, peut-être hypothétique médaille. Ouais, on peut penser à toutes les disciplines sportives qui requièrent le même engagement de chaque instant et de haut niveau, voire même plus des fois que les sports dits médiatiques, les sports collectifs, le tennis, etc. Et qui, eux, vont avoir de la médiatisation que à l'occasion des JO tous les 4 ans et ou des sponsors que cette année-là pour préparer les JO. Mais même dans une autre mesure, on pourrait regarder quelqu'un comme Teddy Riner. Teddy Riner, il s'entraîne toute l'année, il fait des interclubs avec son club, il fait des championnats du monde, des championnats d'Europe, etc. Sauf que le vrai moment où il y a la médiatisation et d'ailleurs où ses revenus s'accroissent en termes de partenaires, c'est l'année des Jeux Olympiques. Et d'ailleurs, pour un sportif comme lui, les résultats intermédiaires peuvent être des balises, des repères pour montrer la progression dans laquelle il est, mais ce qui compte vraiment, c'est cette médaille d'or aux Jeux Olympiques. Et c'est assez admirable, je trouve, que d'observer chez ces grands champions cette capacité pour bien repartager la clé là, que tu me soumets, qui est d'expérimenter une récompense à long terme, d'être capable de se dire, peut-être que je n'aurai pas de récompense à court terme, mais c'est OK. Et c'est, comme me le dit ma fille, trust the process, c'est-à-dire aie confiance dans le process, ça viendra à la fin, mais tu dois avancer dans le process pour arriver à cheminer, quand bien même il n'y a pas de récompense qui vienne te nourrir de cette avancée de process. Tu vois ta fille qui doit écouter aussi tes conférences et ce que dit Franck Pirot, parce que l'idée tout à l'heure, c'est l'atteinte de l'objectif est une conséquence d'une bonne application d'un plan d'action. Hein, or, très souvent, tu l'entends quand tu vas dans des entreprises, moi aussi, l'objectif. C'est comme des parents qui disent à leur enfant, bon, t'oublies pas, t'as le bac. Hein. Tu dis ça tous les jours ou toutes les semaines. Ça va pas garantir l'atteinte de l'objectif. Oui, et tu disais que tu faisais ce lien avec l'intervention de Franck avant, d'où l'intérêt de ce séminaire OSE que tu mets en place qui permet de croiser les regards de façon très complémentaire. Alors, Martine réagit et ça va te faire une gratification immédiate. Hein, je ne sais pas si tu vois les commentaires, Nico. Oui, non si, je les vois, les gratifications retardées. Oui, je vois. Waouh, quelle puissance dans cette réflexion. Merci, Nicolas. Merci Absolument. Martine. Je n'attends pas de gratification immédiate, mais quand elles viennent, et parce qu'on on les attend pas, ça nous fait du bien. Par contre, quand elles viennent et qu'on les attendait, ça nous fait quelque chose d'assez neutre. Donc, on a tout intérêt à ne pas les attendre. Et c'est ce qui me vient à l'esprit, hein, une grosse différence avec les enfants, adultes et enfants. Hein. Les enfants attendent tout de suite leur petite image, en fait. Hein. Oui. Et oui, et quand tu regardes un nourrisson qui pleure, et alors là, pour le coup, je n'ai pas été le meilleur là-dessus. Un nourrisson qui pleure, quand tu le prends tout de suite dans les bras ou que tu lui donnes tout de suite un biberon ou autre, il fonctionne en mode, et ça crée des futurs adultes qui attendront une gratification dès qu'ils feront un geste ou un signe ou une vocalise. Et moi qui étais très « Oh là là, mon pauvre chéri, viens là », je n'ai pas forcément aidé mes enfants pour ça. Alors, un autre point sur lequel je voudrais que tu mettes un coup de projecteur, c'est la notion d'antifragilité. Donc là aussi, c'est pour être plus fort dans sa tête. Donc là, tu donnes plusieurs pistes. Hein. Retarder les gratifications immédiates, expérimenter une récompense à long terme, et puis l'antifragilité, c'est-à-dire comment rebondir après un échec. Oui, c'est exactement ça. On a la résilience qui est comment rebondir après un échec et qui nous amène à rebondir du mieux qu'on peut après l'échec. Et en fait, quand on vit une difficulté ou un échec, ce qui se passe, c'est que on peut subir de cette situation. Et si, face à une difficulté, du coup, je deviens quelqu'un qui va subir, qui va morfler, je vais éternuer, mais ça ne vient pas, c'est très étonnant. On coupera au montage. On coupera, c'est du direct, du live, mais on coupera. Du coup, ça ne vient pas. Si je suis en train... j'ai échoué dans quelque chose et du coup, je me décompose et je me dis, de toute façon, il n'y arrivera plus rien de bon dans ma vie, j'arriverai à rien, ça voulait bien dire que je n'étais pas à la hauteur, etc. Dans ce contexte-là et cette illustration que je donne, je suis fragile. C'est-à-dire que sous l'influence du contexte extérieur, je suis quelqu'un qui va m'altérer, me fragiliser, etc. Et ce qu'on veut, c'est être capable de ne pas être fragile sous la difficulté. L'étape 1, c'est
quand je m'affaiblis sous la difficulté, je suis fragile. Ce qu'on veut, c'est pouvoir évoluer vers la difficulté où l'échec arrive, je reste comme j'étais avant. C'est-à-dire que je ne me fragilise pas, je reste comme j'étais. Là, je développe de la stabilité. C'est déjà une très bonne chose. Je ne m'épuise pas, je ne me brûle pas, je reste comme j'étais, je tiens le choc, c'est quelque chose de neutre. Mais l'idée, et les plus grands performeurs avec qui je peux travailler arrivent à développer ça, c'est le sujet de l'antifragilité. Qui veut dire quoi? Si j'ai une grosse complexité, une grosse difficulté qui arrive, peut-être que momentanément, je peux subir un petit peu, mais surtout, je vais me retrouver plus fort après cette difficulté. Alors, on peut vite faire un lien avec ce qui ne te détruit pas te rend plus fort. Très bien. C'est pas si facile à dire que ça. Typiquement, si on prenait, si j'avais ici un briquet et que nous étions en face à face à 1 mètre, et si je l'allume devant toi et que tu le souffles, la flamme, elle est fragile sous l'effet de ton souffle. Si je refais la même chose avec toi qui te trouverais à 5 mètres de moi, la flamme, elle resterait. Donc, elle serait dans le deuxième niveau qui serait stable. Et l'antifragilité, ça serait si je prenais cette flamme et que je la mettais dans une forêt du sud de la France, il fait 35 degrés, il y a des bourrasques devant, et je l'allume auprès de feuilles sèches par terre, ça va générer un brasier incandescent. Elle est devenue antifragile. Et l'idée, c'est de se dire, n'acceptons pas la fatalité de difficulté égale je morfle. Échec égale je suis plus fragile, etc. Et disons-nous, comment, avec ce qui arrive là, aussi douloureux, puissant, grave que je le perçoive, ça va m'aider à m'élever. Et je suis sûr que toi, Franck, et tous nos participants là, de ce soir, sont capables d'identifier, c'est ce que je vous invite à faire, essayez d'identifier dans l'ensemble de votre vie quels ont été les moments où il se sont passés des ruptures, des choses difficiles, des choses compliquées, et essayez d'observer avec ce recul de maintenant, et finalement, quelles sont les situations où ça a été chaud et où vous avez réussi à devenir plus fort, plus puissant, plus aguerri. Et ça, c'est de la pure antifragilité. Et le premier axe pour pouvoir le développer dans le futur, c'est de prendre conscience de nos situations qui ont généré chez nous de l'antifragilité dans le passé. Alors, sur le court terme, c'est vrai que c'est pas évident. Exact. On est Absolument. dedans. Oui, tout à fait. Mais a posteriori, on peut se dire, finalement, c'est un mal pour un bien. Ouais. Ce qu'on appelle aussi le cadeau caché. Exactement. Et en l'occurrence, un mal pour un très bien, un mal pour un très puissant, un mal pour la meilleure des choses qui pouvaient arriver. C'est quand on est face à une difficulté, que ça ne se passe pas comme prévu, en termes de mindset, qui est vraiment le sujet qui me passionne, comme tu le sais, c'est de se dire, plutôt que « Oh, pourquoi ça arrive à moi? Comment ça se fait? C'est trop dur, j'en ai marre, etc. » Purée, j'ai trop hâte de voir en quoi cette situation, elle va se retourner à mon avantage. J'ai hâte et je suis curieux d'identifier, belle expression que tu as utilisée, quel est le cadeau caché? En quoi finalement, alors que là, à court terme, je me dis, il n'y a rien d'utile ou de positif, en quoi est-ce que ça va m'aider vraiment à faire quelque chose d'extraordinaire? Et quand on se programme comme ça, on élargit notre possibilité de voir ça et de lui permettre de se révéler plus rapidement. Je trouve que ça, c'est très, très fort. Ah oui. Sur le coup, l'accident de voiture, je ne voyais pas le cadeau caché. Ouais. Mais après, mon business n'a cessé de se développer. Et ton rapport à la vie. Et il fallait passer par là. Et il fallait passer par là. Oui, complètement. Ouais. Très bel exemple. Nico, je voudrais aussi, s'il te plaît, je pense aux parents. Tu sais que pour moi, le sujet des enfants est important. Il y a certainement des parents, de jeunes parents. Tu parles, et tu en as parlé tout à l'heure, de perfectionnite et versus excellence. Oui. Quand on est parent d'enfants, là aussi, tu peux mettre un coup de zoom, s'il te plaît, sur cette notion-là. Ouais, volontiers. Volontiers, d'autant que ce week-end… Qui est en lien aussi avec l'exigence, tu vois, mais la surexigence. Oui, complètement. Déjà, une des grandes maladies que les êtres humains vivent est ce que j'appelle la perfectionnite, l'inflammation de la perfection, c'est-à-dire on voudrait que tout soit parfait. Or, il se passe quoi? Il se passe que tout à l'heure, en voulant juste rallumer ma petite caméra dans la petite chambre d'appel, j'appuie sur le bouton qui me met à l'écran. Il se passe que tout à l'heure, j'ai failli éternuer puis c'est pas venu. Il se passe que les êtres humains sont parfaitement imparfaits. Donc, la première des choses à identifier, c'est quel est mon degré de quête de perfection systématique?
est-ce que je suis dans ça? Tu vois, j'étais en train de faire une interview, j'étais interviewé 1 heure avant que tu démarres le sommet, donc c'était pile poil comme ça je pouvais arriver. Et on a parlé avec la personne qui m'interviewait de la perfectionnite, et il me dit, et toi Nicolas, est-ce que ça tu l'as connu aussi? Et Dieu sait que puisque j'appelle ça une inflammation, l'inflammation de la perfection, Dieu sait que des inflammations j'en ai, mais pas celle-là. Par contre, beaucoup d'êtres humains sont dans ce sujet-là, à savoir, je voudrais que tout soit parfait, je voudrais tout maîtriser, je voudrais tout contrôler, je voudrais que tout soit au top. Et c'est la pire des choses qu'on puisse faire. Par contre, l'excellence, Comme ton vas-y, chien. comme mon chien qui aboie. Exactement. Comme mon chien qui aboie. On voudrait que ça soit parfait. Et bien, il aboie au moment où on fait ça. Et c'est comme ça doit être. Et on ne va pas se prendre la tête. Et on serait même en direct, en live à la télé. Ça pourrait arriver. On n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Et à côté de ça, l'excellence que tu rappelais, qui est comment est-ce que je peux faire le plus de performances de façon répétée, de façon pérenne dans le temps, en acceptant que je me donne le droit à l'erreur, tout en ne me brûlant pas. Ce qui est caractéristique des plus hauts performeurs. Les plus hauts performeurs sont des gens qui sont dans l'excellence. Ce ne sont surtout pas des gens qui visent la perfection. D'ailleurs, si tel était le cas, à un moment donné où ils verraient que le résultat n'est pas à la hauteur de ce qu'ils attendent, ils seraient ramassés à la petite cuillère et ça serait terminé. Or, quand on vise l'excellence et qu'on l'atteint, un coup je suis très haut, magnifique, un coup je suis un peu moins bien, c'est pas un souci. Je sais que je vais pouvoir rebondir ensuite et avancer, etc., etc. C'est quelque chose de beau. Comment est-ce que je peux accomplir le plus et le mieux avec qui je suis, en sachant que des fois ça se passera pas bien et que des fois je ferai des contre-performances. Et encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, que je m'aime personnellement avec tout C'est ça. ça. C'est ça le plus important. Tu vois, en t'écoutant, je pense à une de mes clientes il y a quelque temps. Donc, elle est directrice et elle est vétérinaire. Et moi, j'aurais voulu être vétérinaire, mais rapidement, on m'a dit qu'il fallait que je fasse autre chose. Bref. Et quand elle rentrait à la maison, elle était gamine, elle avait 19 et demi, pour pas dire 19,75. Son père lui disait: «Bah, qu'est-ce qui s'est passé?» Mon Voilà. Dieu. Et donc aujourd'hui, elle est maman de plusieurs enfants et elle m'explique les larmes aux yeux. Ah, Parce que ça se dit pas dans le cadre de la formation, ça se dit à la pause avec le café dans la main. absolument. Et elle me dit, aujourd'hui, je lutte en permanence. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'exprime une exigence à mes enfants, je me revois petite avec mon papa et j'essaie de faire tout le contraire, surtout pas d'être dans l'hyper-exigence avec eux. Ah. Et j'aime cette image, si tu veux, où on se dédouble et en une fraction de seconde, on repense à comment on a été et on sait bien qu'il ne faut pas le faire. Donc là, c'est quand on est en conscience. Mais parfois, sans être en conscience, on reproduit les mêmes schémas. Absolument. Et notre travail, c'est d'être du mieux qu'on peut, et justement sans chercher à être parfait, conscient de ce qui se joue en nous. Là, tu es en train de faire écho à quelque chose qu'on peut appeler soit les drivers, soit les messages contraignants, soit les injonctions paradoxales, qui sont sois fort, fais plaisir, fais un effort, dépêche-toi et sois parfait. Et là, tu parlais notamment du sois parfait. Et notamment lorsqu'on est parent, mais lorsqu'on est manager, leader aussi, on envoie ce type d'injonction si elle est présente très fortement en nous. Et l'idée, c'est de s'en rendre compte. Ah ouais, purée, il y a ça qui me vient de mes parents, etc. Ok, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant pour, dans le cas de la dirigeante que tu accompagnes, et justement trouver mon propre équilibre entre la bienveillance et l'exigence dont on parlait tout à l'heure. Et ça, c'est un chemin magnifique à faire. Le but n'étant pas de sombrer dans la culpabilité de quoi que ce soit. Comment je vais faire de mon mieux avec ça? C'est déjà un beau programme. Et c'est ça l'excellence, en fait. Alors, on va terminer, Nico, parce qu'il est pratiquement 20 heures. Je vois Arnaud qui écrit « Osons voir grand et mettre le plan d'action ». Alors ça va m'amener à la règle des 3 A. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Donc, prépare-toi à la règle des 3 A, hein, pour terminer. On va terminer là-dessus. je l'ai. Karine, à l'instant, qui dit « Ne faut-il pas traverser la perfectionnite et ses inconvénients pour aller ensuite vers le lâcher-prise » Martine qui dit Léon Marchand a dit quelque chose comme je n'ai plus peur de l'échec, je suis plus en mode je profite et j'essaye et c'est Ouais. ce qui m'a permis de performer. Voilà, je lis aussi, alors là c'est pêle-mêle, hein, Lucrèce, génial l'antifragilité, René, belle intervention pleine d'espérance, j'en oublie. Si Dominique tout à l'heure disait quelque chose, pas forcément facile sur l'instant, mais c'est véritablement ce qui nous fait grandir. Non, j'ai dû en louper, pardon. Et si je pense aussi à
à Mélinda. Oui, le cadeau par rapport au cadeau caché. Le cadeau est mal emballé, mais on comprend après. On fait Ouais. le point, Mélinda, mercredi soir de toute façon. Exactement. Alors j'en profite pour saluer Arnaud quand même, qui est un grand sportif, un vrai, qui fait des trails, des marathons, etc., qui est un grand expert, Arnaud Beauvire. N'hésitez pas à vous rapprocher de lui, qui s'est formé aussi à des sujets hyper importants sur la respiration, comme notre collègue Stéphane Toureau, et que je salue donc Arnaud, heureux de te voir là avec nous ce soir. Et qui revient de La Réunion, Et du oui, fameux trail de La Réunion. c'est ça. Salut Arnaud. Alors, Nico, les 3A. Les 3 A, pour moi, c'est un leitmotiv qui est très important dans la vie. Le premier, s'autoriser, le A de l'autorisation, s'autoriser à voir grand. Avoir cette capacité à se dire, je peux faire des choses extraordinaires dans ma vie. Il y a trop de gens qui se limitent, qui se minimisent, qui s'empêchent de déployer leurs ailes. Arnaud, c'est un bon exemple de déploiement des ailes. Pour ses enfants aussi, d'ailleurs. Comment est-ce que je suis capable de viser grand et haut? Mais ça peut être, je veux être le meilleur papa que je peux être. Ça peut être, je veux être la meilleure instite que je veux être, etc. Comment est-ce que je vais m'autoriser à voir grand? Le deuxième, il va avoir avec... c'est un A au carré, en fait, un double A. L'anticipation et l'acceptation du prix à payer. J'anticipe que quand je décide d'aller dans une direction, il y aura inévitablement des prix à payer. Il y aura inévitablement des prix à payer qui vont être, ça peut être parfois, ça peut toucher un domaine de vie. Je serai peut-être moins à m'occuper de faire du sport moi-même ou moins avec des amis ou des choses comme ça. Plus je l'anticipe et je sais que ça peut arriver, lorsqu'il se présente à moi, je suis capable de vivre avec et d'avancer et de continuer à cheminer. Et le troisième DA qui est à nouveau un A au carré, c'est comment est-ce que je vais mettre en place des actions adaptées, c'est-à-dire les actions qui conviennent au bon moment pour concrétiser, architecturer, incarner vraiment les choses. Et pour moi, on a tous à travailler sur ces 3 étapes-là pour essayer justement de s'accomplir le plus possible et de rayonner le plus possible. Et je fais un petit clin d'œil à Muriel Fadel qui est là, que vous pouvez suivre aussi, qui est neurocoach en sécurité et en préparation mentale. Une grande ressource. Et je salue Muriel aussi. Écoute, Nico, on arrive, il est 20h pile. Ce que je tiens absolument à dire, bien sûr, Nico, je te remercie. Je remercie parce que je sais que tu as un emploi du temps de dingue. Je pense aussi à Franck Pierrot, je pense à tous nos intervenants. Donc, demain soir, on se retrouve même heure à 18h30 avec Pascal Sanchot. Je l'ai eu tout à l'heure, il est arrivé à Tignes où il anime là-bas un événement. Je crois que ça ne doit pas être facile parce que je l'ai vu en train de faire un peu de ski de randonnée. Donc, on ne va pas le plaindre. Donc, Pascal Sanchot, guide de haute montagne, secouriste. On fait le point avec lui demain. Et puis, dans la foulée, à 19h15, Anthony qui, lui, est nutritionniste. Vous verrez, c'est absolument passionnant. Pourquoi je fais ce sommet? Je vous l'avais dit un petit peu tout à l'heure, parce que je suis absolument convaincu qu'une rencontre, un échange, peut-être un sommet comme celui-ci, un bouquin peut changer une vie. Moi, ça a changé la mienne et c'est pour ça que je voulais organiser ce sommet et puis réunir des gens véritablement inspirants, messieurs, dames. Donc, c'est comme ça toute la semaine et il y en aura d'autres, Nico. Une quinzaine d'autres, très certainement. Il y en aura une quinzaine d'autres et puis... au-delà de ça, tu sais, c'est chouette les sommets parce que ça nous aide à nous inspirer, à vouloir avancer. Mais ce qui est intéressant dont tu parlais tout à l'heure, c'est le programme que tu as conçu là, qui va se passer mi-avril à Paris, où tu proposes à une vingtaine de personnes qui nous écoutent là ce soir de venir vraiment concrètement aller plus loin sur 2 journées d'affilée avec Franck Pierrot qui était intervenant juste avant moi, avec toi et avec moi pour travailler justement sur la puissance du collectif. Et moi, je suis très enthousiaste à l'idée. J'ai vraiment envie qu'on se retrouve avec... on a dit qu'on prendrait 20, tu as suggéré qu'il y ait 20 places et pas plus que 20 personnes. Donc, je pense qu'il faut s'inscrire très, très vite pour pouvoir partager ce moment parce que ça va permettre, vous voyez, là, en 3/4 d'heure, on peut déjà avoir quelques idées, mais d'aller tellement plus loin. Donc, je trouve que c'est une belle initiative que tu proposes qui permet d'aller au-delà du sommet et je t'en remercie.
Ah bah écoute, c'est moi, tu vois, je l'ai presque oublié de parler de ce séminaire. Je te remercie, Nico. Donc, voilà, vous avez, messieurs, dames, reçu les éléments par mail tout à l'heure. Et donc là, vous aurez Nico tout l'après-midi du mardi. C'est ça. Moi, je serai avec vous toute la matinée du mardi pour vous parler de l'importance de mieux se connaître, ce que j'appelle, moi, la notion de flexibilité. Et puis, le lendemain matin, Franck Pirot, et je vous retrouverai l'après-midi aussi pour poursuivre ce travail sur la flexibilité. Et là, vous aurez l'occasion de construire votre profil, un profil psychologique. Et je vous en remettrai les résultats. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci Nico. Bonne soirée à tout le monde, messieurs, dames. Et on se retrouve demain soir à 18h30, très précise. Je cherche, voilà, le jingle de fin. Bonne soirée à tout le monde et à demain. Au De revoir. tout temps, l'être humain a cherché à grandir, à progresser, à se dépasser. Combien de prouesses, d'exploits, de projets fantastiques, de paris fous ont été réalisés grâce à la motivation. Chaque humain est doté d'un potentiel illimité que seule la motivation peut révéler, peut sublimer. La motivation est une énergie inépuisable disponible en permanence qui peut être transmise. Avec elle, l'impossible devient possible.